Bonjour à tous et à toutes. Ça marche. Merci de participer à notre atelier sur l'écologie du gouvernement. Alors c'est un honneur pour moi d'animer cet atelier avec des intervenants prestigieux et vous allez le voir tout à l'heure, ça va être très intéressant. Alors je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ismail Awan, j'habite dans les Yvelines, à Morvan. Je suis conseiller municipal de Nation. Auparavant, j'étais conseiller général du canton de Morvan et dans la liste je suis ingénieur. Donc nous avons un débat très intéressant. Je vais vous présenter les intervenants tout à l'heure. Vous voulez bien juste dresser un peu la problématique de notre atelier qui est très passionnant. L'écologie du gouvernement, c'est quoi? C'est la transition écologique que la politique s'applique à elle-même, c'est-à-dire un paradigme où toutes les actions, les organisations, les réflexions, les programmations du champ politique, économique, transport, la culture, la justice, le sport, est régie par l'écologie. Et les valeurs qui sont à savoir la solidarité, l'émancipation, la durabilité, la sobriété et l'harmonie. L'harmonie, pourquoi l'harmonie? Parce qu'il y a une interaction aussi dans la pensée écologique. Je vous donne un exemple, j'habite à Morvan. On a tendance dans les villes à toujours construire, d'avoir des bâtiments sans penser aux interactions qu'il peut y avoir autour des transports, des écoles, de la culture, de la vie de la cité. Donc l'écologie, c'est aussi ça, c'est l'interaction des éléments pour faire sens. Alors pourquoi on pose cette question de l'écologie du gouvernement? Afin de faire émerger, autant que se peut, un nouveau modèle économique et social qui va à l'encontre, à rebours du modèle économique aujourd'hui que nous avons et que nous constatons qui est très vorace et court-termiste dans sa logique. Et donc du coup, l'idée c'est d'arriver à un nouveau paradigme. Je vous donne quelques exemples sur le modèle actuel dans lequel nous vivons. L'ultralibéralisme, pour le nommer, qui rémunère essentiellement le capital, et pour ce faire, a des stratégies qui sont assez discutables. Donc, il faut toujours produire plus pour rémunérer le capital. Donc, si vous produisez un produit A, au bout d'un moment, vous avez des stratégies pour pouvoir produire encore plus et gagner plus, et pousser les gens à la consommation, et ça va vers l'obsolescence programmée pour que le matériel puisse se casser, et soyez obligés de le racheter. Ça va aussi par des stratégies de consommation au niveau de la publicité qui sont très agressives, et qui sont presque à la limite de la manipulation, dans l'idée de pousser encore plus vers la consommation. Donc ce modèle économique est bien réel, il a un besoin de rémunérer le capital à n'importe quel prix. Alors si ça ne se faisait pas au détriment de notre biodiversité, de la forêt, de notre environnement, ça irait, et ce n'est pas le cas. Donc du coup, il faut réellement un modèle alternatif. Et nous sommes, nous, complètement intégrants de ce modèle de consommation, puisque, alors où je pars aujourd'hui, des milliers d'avions volent, des camions qui circulent à longueur de journée pour acheminer des colis que nous avons commandés la veille à l'autre bout du monde et qui contribuent à notre soif de consommation, qui doit nous interroger et nous réfléchir pour le futur. Alors ce modèle économique, il est nécessaire, mais en réalité il est vital. Pardon de le rappeler avec une certaine gravité, mais nous sommes les contemporains de la 6e extinction de masse aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 60% des espèces vivant sur Terre sont appelées à disparaître. C'est juste ça. C'est terrible. Nous sommes contemporains de quelque chose qui est assez extraordinaire et qui est, d'après beaucoup de scientifiques, en accélération par rapport à toutes les extinctions de masse qu'il y a eu précédemment, de l'ordre de 10 à 100, ce qui est énorme. Alors je vais vous donner quelques chiffres, sachant que cette extinction de masse est causée par l'activité humaine, par notre impact sur l'environnement et par le dérèglement climatique que nous avons causé. Quelques chiffres que j'ai récupérés sur les dernières études faites par bon nombre de scientifiques.
1 million d'espèces végétales sont amenées à disparaître sur les 8,7 millions, ce qui est assez colossal. 2 tiers des espèces animales ont disparu en 2100. Nos petits-enfants seront probablement contemporains de ça, et vu l'accélération, nous verrons nous aussi les prémices de ce cataclysme qui est incroyable. Alors j'ai voulu commencer par ça, parce que nous parlons évidemment de la crise énergétique, et je crois qu'il faut rappeler normalement tous les jours que nous sommes contemporains d'une extinction massive, et nous devons agir, parce que nous sommes dans un instant de gravité assez incroyable. Alors moi, j'ai constaté 2 faits majeurs ces dernières années, le lockdown, le Covid, le confinement du Covid qui a eu lieu, et j'ai eu un espoir. Parce que pendant le Covid, une réflexion a eu lieu, les gens ont commencé à applaudir les infirmiers et les infirmières, en disant mais c'est extraordinaire en France. Finalement, on a un super pays, un super système, on ne fait pas souvent attention, et il faut le préserver. Et nous avons des infirmiers et des infirmières extrêmement courageux qui nous ont appris. Et par la suite, j'ai été très enthousiaste parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire après le Covid, après l'enfermement, ce sera le monde d'après. Mais le monde d'après, ça a été très vite une montée en flèche du trafic aérien, une montée en flèche de la consommation, etc., etc. Donc finalement, on a très vite oublié nos bons principes pour retomber dans le piège de la consommation dans lequel on a été enfermé. Le deuxième élément, c'est sur le monde d'après, c'est par rapport à l'actualité d'aujourd'hui, la crise ukrainienne, qui devrait aussi nous interroger, parce que la crise ukrainienne a provoqué une crise énergétique, en réalité, elle a juste accéléré. Et donc, du coup, c'est notre deuxième chance de penser le monde d'après, quelque part. De comment construire une société, dont je parlais tout à l'heure, avec un nouveau mode de consommation, un modèle économique et social qui soit différent. Donc, cette crise ukrainienne révèle aussi plus, je pense, nous en discutons tout à l'heure, plus que les désirs de Poutine de vouloir reconstruire la grande Russie, pose aussi l'accès aux ressources. L'Ukraine, moi je ne le savais pas, j'avais été comme beaucoup d'entre vous, il y a un pays finalement qui compte sur, à l'échelle de l'Europe, en termes de ressources, de fer, d'acier, qui compte au niveau de l'agriculture. Et donc du coup, l'accès géopolitique de l'emplacement de la Russie aussi est très important. Donc du coup, plus que la construction de la grande Russie, celui dans le futur qui détient les ressources premières, qui détient les terres arables, détient quelque part une puissance dans un monde en raréfaction de matières premières et en nécessité de pouvoir nourrir une planète entière avec une population qui augmente chaque jour en plus. Donc voilà le premier tableau que je souhaitais dresser sur notre atelier pour les débats. En tant qu'animateur, je ne vais pas monopoliser la parole, j'allais arrêter. Donc, du coup, ce que je vous propose, c'est d'écouter nos différents intervenants. Donc, nous aurons Maxence Cordier, qui est expert sur les questions d'énergie et ingénieur au CEA. Sophie Camard, qui est élue de terrain à Marseille. Voilà, à Marseille. Et je trouve que c'est très intéressant parce que, après l'ingénieur qui est très factuel sur les données, nous avons besoin des données pour enrichir notre réflexion. Nous aurons aussi des vues d'un étude de terrain qui voit au quotidien la souffrance des gens. C'est ça la réalité. Les gens souffrent. Donc il faut trouver des solutions par rapport à cela. Et ensuite, je tiens à excuser François Post, qui a attrapé le Covid et qui ne sera pas là, qui est très intéressant parce qu'il est professeur en géographie économique et industrielle, sur toutes les questions géopolitiques. On va aussi vous éclairer. Nous avons Elisabeth Amal-Guido, qui est aussi une élue de terrain acharnée, qui nous donnera son analyse et sa réflexion sur cette thématique. Donc voilà, cher Maxence, je te propose de commencer.
les débats en tant qu'ingénieur. Je suis ingénieur. Alors, ce que j'aimerais dans la présentation en tant qu'ingénieur, c'est que tu puisses aussi vulgariser l'énergie, les différentes sources d'énergie possibles aujourd'hui, à moyen terme et dans le futur, les inconvénients des uns et des autres, parce que dans le mix énergétique, plusieurs solutions sont possibles et elles ne sont pas toutes connues. Donc, si tu veux bien commencer. Ok, merci beaucoup, Isabella. Vaste sujet. En fait, avant de parler des différentes énergies, peut-être expliquer ce qu'est l'énergie. L'énergie, en physique, c'est ce qui quantifie un potentiel de transformation. Une fois qu'on a dit ça, dès que quelque chose n'est pas parfaitement froid et immobile dans l'univers, dès que quelque chose rayonne, change de composition chimique, atomique, change de forme, change de vitesse, change d'altitude sur une planète, vous avez un transfert d'énergie. Plus votre changement est important, plus le transfert d'énergie est important, et vice versa. Donc, l'énergie, ça quantifie vraiment. Ça explique pourquoi l'être humain a toujours cherché à maîtriser des sources d'énergie à pour pouvoir modifier lui-même son environnement, pour le rendre plus sûr et plus confortable. Et ce qui nous a limité pendant l'essentiel de notre histoire, c'est l'accès à l'énergie mécanique, c'est-à-dire l'énergie sous forme de mouvement. L'énergie, on peut la trouver sous différentes formes, c'est de l'énergie thermique, c'est la chaleur, de l'énergie mécanique sous forme de mouvement, on peut la trouver sous forme de rayonnement. Et donc pendant l'essentiel de notre histoire, on a eu accès à l'énergie humaine et animale. Ça nous a beaucoup limité. En gros, ce qu'on pouvait produire dans une journée en plein service était limité par le nombre d'heures dans une journée. Si vous voulez cultiver un champ avec des animaux, vous ne pouvez pas diriger une centaine de bœufs tout seul. Donc la surface de champ que vous allez pouvoir cultiver est limitée par vos capacités physiques. Pendant des années 1000, on a commencé à mettre des moulins à vent et à eau un peu partout en Europe. Ça a permis de libérer des bourrades, d'avoir un premier exode rural, un développement de l'artisanat, un lotissement des villes, une amélioration des conditions de vie. Mais tout ça restait quand même très limité. Ce qui s'est passé au XIXe siècle, c'est qu'on a découvert une machine, le XIXe siècle, la machine à vapeur qui permet de convertir de l'énergie thermique avant. Vous pouvez trouver n'importe quoi, du charbon d'abord, du bois, dans des machines qui purifient au pétrole, du pétrole, du gaz, pour le convertir en énergie mécanique. Et ça nous a permis de commencer à modifier notre environnement de manière complètement inédite dans l'histoire de l'humanité. 19e siècle, c'est le début du développement du charbon. Début du 20e siècle, avec les guerres mondiales, on commençait à utiliser le pétrole en transport, parce que c'était beaucoup plus efficace d'utiliser du pétrole dans des navires de combat que du charbon, parce que c'était un avantage militaire, des avions. Avec le premier choc pétrolier dans les années 70, on commençait à utiliser le gaz. L'anecdote, le gaz naturel s'appelle naturel, c'est pas facilement possible que le pétrole. C'est parce qu'au 19e siècle, quand on éclairait les villes, on les éclairait au gaz manufacturé. On amenait du charbon dans les villes, c'est facile d'apporter du charbon, on convertissait le charbon. Par exemple, si vous allez à la Villette, la plupart de la Villette, avant c'est une usine gazogène, les trains apportaient du charbon, convertissaient le charbon en gaz, et ensuite c'est éclairé par là. Le gaz naturel, c'est le gaz qu'on extrait directement du sol. On a commencé aussi avec l'économie nucléaire, et très dernièrement, on a ajouté l'éolien, le solaire. Ce système énergétique nous était extrêmement favorable jusqu'à présent. Si on est là à discuter aujourd'hui, qu'on n'est pas dans des champs à cultiver des choses, si on n'est pas à se préoccuper tous de notre prochain pas avec une série de coups sur ce qu'on va manger, c'est parce qu'il y a des machines qui produisent ce qu'on consomme, ce qu'on mange, ce qui nous chauffe, ce qui fait notre confort. Si l'un d'entre vous, je ne le souhaite pas, se fait attrapé par une voiture en sortant, il ou elle aura accès à un système hospitalier performant qui donnera toutes les gens. Tout ça, c'est l'énergie abondante qui nous l'a permis. Maintenant, on arrive face à un double problème qui nous oblige à changer ce système qui nous était extrêmement favorable jusqu'à présent. On pourrait qualifier de double contrainte carbone. La première, c'est le réchauffement climatique qui est lié à l'accumulation dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, essentiellement CO2 et méthane. Donc, il nous oblige à nous sevrer des combustibles fossiles, qui, même en France, représentent l'essentiel de l'énergie qu'on consomme. En France, on a souvent tendance à se dire, le nucléaire. Non, en France, 60% de l'énergie qu'on consomme, ce sont des combustibles fossiles, 40% c'est du pétrole, notamment dans les véhicules, et 20% du gaz. Donc, même la France est très dépendante des combustibles fossiles. Et le deuxième, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est l'épuisement de ces combustibles fossiles, parce que bien qu'avant, ils sont limités. Et aujourd'hui, on commence à toucher à certaines limites. Sur le pétrole, on s'attend à une crise majeure dans les années à venir au niveau mondial, parce qu'on ne touche plus rien, globalement, depuis plusieurs années.
Donc la demande continue de croître, par contre les perspectives côté offre sont plutôt orientées à la baisse. Et côté gaz, les extractions européennes sont déclinées depuis une vingtaine d'années, ce qui le rend plus dépendant de la Russie et du GNL. Le GNL, il y a deux moyens de transporter du gaz, soit par gazoduc, c'est un tuyau, soit sur un liquéfié par navire. Le GNL, l'avantage, c'est que ça permet d'acheter du gaz de pays éloignés. L'inconvénient, c'est que ces pays qui nous vendent du gaz peuvent le vendre à n'importe qui dans le monde, notamment à la Chine, où la demande de gaz augmente très fortement. Et en fait, la Chine draine le marché du GNL. Donc, plus ça va aller, plus on va être dépendant de la Russie et du GNL pour lequel on est en compétition directe avec la Chine. Et là, aujourd'hui, la Russie est en train d'instrumentaliser lourdement le gaz pour faire des l'Europe, en réduisant ses livraisons de gaz, qui d'ailleurs ne coûte rien à la Russie. Au contraire, c'est même rapport de l'argent, parce que pour moins de gaz, ils nous vendent beaucoup plus cher. Mais si vous vendez 70% de gaz, de moins de gaz, 10 à 15 fois plus cher, vous êtes une sacrée marge. Donc la Russie s'en sort extrêmement bénéficiaire. Et donc, pour faire face à ça, si on veut éviter des destructions de demande qui sont absolument antisociales, c'est-à-dire les usines qui faillissent, qui mettent avec l'exploitant, des gens qui se retrouvent au chômage, l'explosion de la précarité énergétique, il faut être acteur de ce sevrage des combustibles fossiles, subir un sevrage, c'est pas du tout la même chose que discuter démocratiquement tous ensemble et se dire, bon, sur quoi on est prêt à faire des efforts pour préserver quoi? Tout l'enjeu, en fait, de la transition énergétique, c'est de préserver le cœur des services que nous rendent aujourd'hui les combustibles fossiles. Donc, par exemple, si vous prenez une voiture, est-ce que le service se déplacer dans un Saint-Laurent, une tonne 5, avec tout un tas de gadgets, le coffre qui s'ouvre avec un petit moteur, etc., ou est-ce que c'est de se déplacer? Si le cœur du service, c'est de se déplacer, bah, en fait, si vous faites des véhicules qui vont être plus légers, plus sobres, moins puissants, bah, vous pourrez préserver plus longtemps le service de mobilité. Avec des véhicules qui consomment 2 litres au 100, si le prix du pétrole s'envole, les gens qui ont les revenus les plus faibles vont préserver leur mobilité plus longtemps si vous avez équipé avec des véhicules qui consomment 2 litres au 100. Et donc, c'est pas du tout ce que j'avais préparé en fait, mais pour moi, l'écologie du gouvernement, en fait, c'est vraiment une écologie de responsabilité dans laquelle il y a personne derrière pour rattraper le coup. Quand on est dans l'opposition, et là je dis personne, que ce soit la gauche à droite, c'est toujours facile de proposer des choses qui des fois sont complètement en décalage avec les enjeux, qui sont complètement irréalistes. Quand on est au gouvernement, on prétend être, on veut être au gouvernement, on a la responsabilité de proposer des choses qui répondent aux enjeux, qui prennent en compte toutes les contraintes qui s'exercent dans le système. Donc ça oblige à mettre les mains dans le cambouis pour comprendre comment fonctionne le système. Et puis bon, on pourra revenir sur les différents aspects. Je pense que j'ai déjà parlé un peu trop longtemps. Moi, je suis pas sur la partie nucléaire. Sur la partie nucléaire, je peux vous éclairer sur les différentes évolutions du nucléaire. On parle de génération 5, des prochains réacteurs. Voilà, quelle est votre vision sur cette énergie, comment elle peut être utilisée ou pas, à moyen terme ou à long terme. Disons que, encore une fois, la France, encore aujourd'hui, est très dépendante des combustibles fossiles. On parle beaucoup du nucléaire. Le nucléaire, c'est 70-75% de notre électricité qui représente 25% de notre énergie finale. Donc, le nucléaire, en fait, c'est 18% de l'énergie qu'on consomme en France. Le sujet, il est vraiment sur les combustibles fossiles. Si on veut se sevrer des combustibles fossiles, il y a RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, qui a publié une étude qui est remarquable parce que elle est extrêmement approfondie. Ils ont publié ça en octobre. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il va falloir diminuer la consommation d'énergie totale qu'on consomme. Donc ça va être notamment par des progrès d'efficacité, l'isolation des bâtiments, l'électrification de la mobilité, ce qui permet d'être plus efficace. Mais il y aura aussi probablement des progrès de sobriété à faire. Et en parallèle de ça, il va falloir augmenter la consommation électrique parce que l'électricité, c'est le vecteur énergétique le plus facile à décarboner grâce aux éoliennes, au nucléaire, aux solaires photovoltaïques, etc. Donc, demain, on aura besoin de plus d'électricité, même en faisant preuve de sobriété qu'aujourd'hui. Donc, pour ça, on va avoir besoin de toutes les énergies bas carbone disponibles. Et moi, personnellement, ça m'énerve énormément quand je vois que l'énergie est instrumentalisée comme un marqueur politique pour reconnaître son camp. Si je caricature un peu, je suis à gauche, je suis anti-nucléaire pour l'éolien, je suis à droite, je suis anti-éolien pour le nucléaire.
Le sujet est pas là. En fait, ce genre de positionnement est extrêmement dangereux. On ne peut pas se permettre de faire le choix. En fait, même en allant à fond sur le nucléaire, sur l'éolien, sur le solaire, ce sera probablement insuffisant. Il va falloir faire preuve de beaucoup de sobriété. La sobriété, c'est bien, mais comme toutes les technologies, il y a aussi ses limites. On ne sait pas exactement ce que la population sera prête à accepter ou non, jusqu'où on serait capable d'aller. Donc, il y a un énorme enjeu de société. Et donc, sur le nucléaire, moi, personnellement, je pense que les réacteurs actuels, en fait, il faut les prolonger au maximum de ce qui est possible en regard de la sûreté. Il faut construire des nouveaux réacteurs parce que de toute façon, les réacteurs actuels peuvent fermer un jour ou l'autre et en continuant à avoir de la carbone. Ça, c'est une impérieuse nécessité. Ça n'enlève rien, en fait. Il faut aussi aller le plus vite possible sur l'éolien en mer particulièrement, parce que les questions d'acceptabilité sont un petit peu plus faciles que sur l'éolien à terre, le facteur de charge un peu plus élevé. Voilà, sur le solaire photovoltaïque, sur les questions de flexibilisation du système électrique aussi, c'est extrêmement important. Et il y a un gros enjeu démocratique là-dessus. C'est que si on ferme les centrales fossiles, qui peuvent fonctionner quand on veut, même quand il n'y a pas de vent et pas de soleil, il va falloir trouver des nouveaux leviers de flexibilité dans le système électrique. Donc, piloter davantage la demande, accepter de décaler certains usages à d'autres moments, développer des moyens de stockage. Là, il y a aussi un grand enjeu et un centre. Merci beaucoup, cher Maxence. À toi, Sophie. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Moi, je vais préparer une petite intervention passionnante, sur un autre point de vue, plus remisant en perspective un peu plus historique et politique des débats qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'écologie. Je voulais vous dire, je vais parler un petit peu avec trois casquettes mélangées. Que certes, je suis élue locale, j'en dirais de mots, dans une métropole, dans un centre-ville de métropole paupérisé. Mais j'ai été 10 ans en écologie verte. Et j'ai été aussi longtemps expert pour les comités d'entreprise. Je m'en toucherai de mots sur certains débats aujourd'hui et qui me paraissent avoir reculé par rapport à ce qui pouvait exister avant. D'abord, au début, ça m'a interpellé la question qu'est-ce que l'écologie, le gouvernement? Parce que venant de l'écologie, j'ai raconté pourquoi, ça me paraissait daté, insuffisant ou trop limité. Alors, je me suis dit, tiens, c'est quoi le sous-entendu derrière cette question? Est-ce qu'on peut parler de la difficulté du Parti vert d'exercer le pouvoir, le rapport au pouvoir de l'écologie? Peut-être. Alors, dans ces cas-là, puisque moi, je suis partie justement un petit peu aussi pour certaines raisons, je peux évacuer cette question de mon point de vue, de ce que j'ai vécu. Pendant très longtemps quand même, et moi j'aimais bien cette période où j'y étais engagée, les Verts avaient le monopole de la question écologique. Donc, moi j'y étais à cette époque-là. C'était très simple et sympathique d'être chez les Verts parce qu'il n'y avait que nous pour défendre un certain nombre de programmes. Tu as raison, il y avait aussi le rapport au nucléaire qui était très spécifique et qui était très français, puisque la France a eu un grand débat sur le nucléaire, mais il n'y avait pas que ça. Quand vous étiez candidat vert, vous étiez les seuls à parler que la pollution de l'air c'est une priorité, l'agriculture biologique, les pollutions chimiques, etc. Donc, vous étiez dans votre couloir de natation, et puis vous aviez des partenaires rouge vert. Et donc, vous avez eu quand même des personnalités écologistes qui ont exercé le pouvoir. Dominique Bonnet, gauchiste. Voilà. Donc, c'était une certaine période. Et puis, il est arrivé, à mon sens, moi, j'en suis partie un petit peu à ce moment-là, qui est qu'au fur et à mesure, eh bien, l'écologie a progressé, on va dire, dans l'opinion publique. Et moi, par exemple, j'étais candidate au régional en 2015, et ça m'avait beaucoup marqué, puisque donc c'était en région PACA, et je faisais des débats à l'époque, j'étais à la tête de liste, et je me souviens de débats avec Christian Estrosi et Marie-Michel Le Pen. Ça m'avait beaucoup marqué parce que, tout d'un coup, tout le monde était devenu écologiste. Je ne vous dis pas en sincérité, je vous dis dans l'anticipation. Et moi, j'avais l'habitude un peu de défendre mon couloir de natation et puis d'avoir autour de moi des gens qui disaient bon, c'est gentil, c'est bien ce que vous dites, c'est pas la priorité, on va faire un petit peu, on va voir le niveau de budget qu'on peut y mettre. Tout d'un coup, j'ai senti qu'il se passait quelque chose et ça correspond en France
un événement bien précis, c'est les accords de Paris, la COP21, qui ont eu lieu, donc, et qui donne le coup de marteau, c'est parce que c'est du flow, c'est M. Fabius, quelque part, ça nous montre, en fait, un petit peu aussi l'avancée de leur modernité à cette époque-là. Et qu'est-ce qui s'est passé chez les Verts? C'est qu'à mon sens, à ce moment-là, quand les Verts ont perdu leur monopole de la question écologiste dans le débat politique, ils n'ont pas su s'y adapter. C'est-à-dire qu'ils ont réagi par de la surenchère identitaire, par de la distinction sur des tas d'autres sujets. Et je me souviens des débats, c'était c'est nous les vrais écologistes, les autres c'est du faux. Ça, c'est des discours, vous savez, en politique, ça ne peut pas tenir ça. Parce que vous montrez toujours que vous êtes plus puriste que les puristes, et puis vous finissez un petit peu par monter parfois en excentricité ou en radicalité sur vos positions. Moi, je me suis arrêtée à ce moment-là parce que j'ai senti qu'on rentrait dans une autre période et qu'il fallait prendre des sujets un petit peu différents. Autre chose, pourquoi l'écologie du gouvernement, ça m'a interpellée. Donc, je laisse là nos amis les Verts, que je respecte toujours beaucoup, avec lesquels je travaille toujours. Et je voulais juste raconter ce qui avait évolué. Pourquoi l'écologie du gouvernement, ça m'a interpellée, alors pour le coup, en tant que militant écologiste, je peux toujours le définir comme ça, parce que dans l'écologie, on se définit comme un mouvement culturel, un mouvement de société, et c'est global, local. L'écologie, en tout cas en France, qui en plus s'est beaucoup alliée à gauche à un moment donné, avec les mouvements interculturalistes, etc., a toujours été mal à l'aise avec le niveau de l'État-nation, avec le rapport aux frontières, au protectionnisme, surtout dans la atlantisme, etc. Ce qui fait que l'écologie, on avait la difficulté à le penser au niveau national. Pourquoi? Parce que l'écologie, le juste périmètre de l'écologie, c'est la planète. Et donc, l'écologie a émergé partout dans le monde et en France, suite aux grandes concertations, aux grandes négociations chapeautées par l'ONU, 1992, le sommet de la Terre à Rio, ensuite le protocole de Kyoto, 97, etc. Et depuis, c'est ce qu'on appelle les conférences des parties, les COP, qui sont quand même des négociations qui rassemblent tous les États de la planète, qui doivent ensemble prendre des engagements et suivre des engagements pour réduire les gaz à effet de serre d'une année sur l'autre avec le succès colossal apparent. Mais en attendant, vous imaginez bien que quand on a ces enjeux-là à l'échelle planétaire, on va considérer son État, ses représentants étatiques, comme des porte-parole dans une négociation d'ampleur planétaire. L'autre aspect de l'écologie, c'est que du coup, on pense, et souvent il y a des expériences concrètes qui sont locales. Donc je ne rentre pas dans les détails, les raisons de vie en transition, toutes les expériences qu'on a pu avoir, plus ou moins radicales après, je vous le décris, on peut en penser ce qu'on veut, ça va de la ZAD à la vie en transition. Toutes différentes de manière plus ou moins protestataire ou institutionnalisée. Donc on a cette tension-là, et ce n'est pas un hasard, et il faut arrêter de s'étonner, en fait, que l'écologie fasse des scores aux européennes et municipales. C'est vraiment logique dans cette pensée-là. Voilà aussi un autre élément de tension, donc je reviendrai un petit peu plus tard sur l'apport du niveau local dans cette démarche-là. Et puis plus profondément, à l'heure où on parle aujourd'hui, pour moi, le mot de gouvernement est plus suffisant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est quand même, et on n'est pas encore arrivé, à poser la protection de l'environnement comme un principe constitutionnel. C'est-à-dire que pour moi, poser simplement une écologie du gouvernement, on n'est plus là. On n'est plus là dans la réflexion. Si on s'arrête là, ça veut dire qu'on est toujours dans une pensée de coalition où on va faire des choix politiques plus ou moins en faveur de l'écologie. Aujourd'hui, l'écologie, la lutte contre le réchauffement climatique est une nécessité. Donc pour moi, c'est un principe dans la hiérarchie des normes qui dépasse la simple contingence politique. Et donc là, j'en arrive quand même au point d'étape où on est aujourd'hui, qui était, et à mon avis, la grande occasion ratée de cette fameuse conférence citoyenne, vous savez, qui a eu lieu, qui permettait de faire discuter des experts et des panels de citoyens, qui a abouti à 149 propositions, puisqu'on dit souvent la difficulté de l'écologie, c'est l'alliance du temps long et du temps court, l'expertise et le quotidien des gens.
Et pour moi, ça, c'est grave ce qui s'est passé, que et son gouvernement, pour le coup, n'a pas réussi à avancer sur l'écologie à ce moment-là. Et comme par hasard, ça s'est passé en 2020-2021, après la Covid, et on a eu la bascule de 2022. C'est-à-dire que si on avait réussi à avancer avec la conférence citoyenne, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Un an après, parce que ça va très vite. Ça va très très vite. Les contraintes de l'écologie. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Alors, il était prévu à l'issue de la conférence citoyenne de mettre la protection de l'environnement dans la Constitution et d'avoir un référendum. C'était une sorte de débouché par rapport à la tension qu'il y a eu avec les Gilets jaunes pour avancer dans le pire. On était complètement reculé avec toujours cette idée que la protection de l'environnement, ce serait contraire au principe constitutionnel de liberté publique. En tout cas, on ne sait toujours pas résoudre cette question. Je vous laisse ça à votre réflexion. En tout cas, aujourd'hui, moi, je vais vous dire, de toute façon, je suis assez responsable, malheureusement sereine avec la situation, parce que, comme je vous l'ai dit, on va devoir faire avec maintenant. Donc, si je le remets un petit peu en perspective, dans les années 80-90, on parlait de développement durable. On parlait des générations futures. L'époque, il fallait se préparer pour la fin du XXIe siècle. Il y a eu tous les rapports du GIEC, etc., sur une base scientifique, puisque je le rappelle, pour moi, l'écologie a une base scientifique, ça s'appelle le GIEC. Je vous rappelle que toutes les conclusions du rapport du GIEC étaient négociées à l'échelle mondiale pour les édulcorants. Parce qu'il ne fallait pas faire peur aux opinions publiques, il fallait laisser le temps à chaque État dans le monde d'avancer vers ses grands objectifs. Jusqu'à un certain nombre d'années récentes où finalement on a arrêté d'édulcorer les conclusions du GIEC. Et même les conclusions du GIEC n'avaient pas prévu l'emballement de la pollution. En tout cas, ils devaient encore 5 ou 10 ans. Ça c'est déjà pour moi, c'est cette année, c'est la suite. Donc moi j'ai comme développement durable, génération future. Quand j'étais élue écolo à la région dans les années 2010, on parlait de transition. On se donne encore un peu de temps, et vous savez, les amis, il n'y a plus que 15 ans. Ce qu'on ne fera pas aujourd'hui, nous serons contraints de le faire sous la contrainte. Il y avait des écologistes dont je me souviens à l'époque qui disaient, vous savez, il va y avoir des guerres du climat, il va y avoir des flambées des prix. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui de manière négociée dans le cadre d'une transition, on le fera sous la contrainte et dans la violence. D'ici 15 ans, moi je l'entendais dans les années 2010. Eh bien, aujourd'hui, on est passé encore à une phase supplémentaire, que du coup j'ai chargé le mot, et c'est le mot que tout le monde dit aujourd'hui, qui était un peu dans une contre-culture il y a quelques temps, c'est la sobriété. On y est. Donc le changement de modèle économique, on y est, sous la contrainte, et dans une certaine forme de violence, et dans un contexte de guerre. Bon, donc, il va falloir s'y mettre. Je ne vais pas être trop longue, et la vraie question du coup, c'est pourquoi on n'y arrive pas. Pourquoi c'est si dur? Là, j'ai terminé un peu sur deux, trois exemples, 2-3 réflexions. Pourquoi? Parce que fin du monde et fin du mois, on n'y arrive toujours pas. On peut le concilier, c'est ce qu'on appelle l'arrêt de Noël, c'est assez simple, l'urgence sociale, et puis le temps long. Il y avait Dominique Pour, un penseur bien connu de l'écologie, qui avait théorisé cette idée qu'il fallait une 3e assemblée du temps long, une assemblée du futur. Parce que dans notre société et dans notre économie de marché, en plus avec les réseaux sociaux, vous êtes de plus en plus dans l'instantané, l'amnésie. Comment penser le temps long et comment avoir les moyens d'articuler les grands changements de temps long et les changements immédiats. Et puis bon, il y a eu ce fameux gilet jaune. Les gilets jaunes. Moi, je voudrais dire quand même 2-3 choses. Je prends une casquette peut-être un peu plus personnelle. Quand on dit aujourd'hui, donc je vais peut-être un petit peu vous irriter les oreilles, mais quand on dit aujourd'hui, bon, bah voilà, il y a des gens qui habitent en périurbain, ils prennent la voiture, ça coûtera le coût d'essence. D'accord. Je vais vous raconter une anecdote personnelle. Mon papa, il travaillait en raffinerie. On habitait dans une petite ville à 15 km. Donc, dans les années 80, je voyais mon papa qui prenait un bus de son employeur. Il prenait d'autant plus un bus que quand il fallait faire les quarts de nuit, il n'avait pas envie de prendre sa voiture. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, ils ont fait de moins en moins de bus, de plus en plus individualistes. La voiture, c'était plus facile, les horaires décalés. Et puis, l'employeur, il a enlevé le bus. D'accord? Donc, on a un petit peu oublié aussi que les transports sont une obligation de l'employeur. Et aujourd'hui, on redécouvre dans la loi qu'il faudrait faire des plans de mobilité.
Vous croyez que ça suffit que l'employeur laisse un tel versement transport? Et puis à l'époque, même mon papa qui travaillait en raffinerie, vu que moi j'étais ado un peu âgée, j'avais des discussions avec lui sur la pollution et la suite. Les salariés, les CHSCT, les comités d'hygiène et conditions de sécurité au travail réfléchissaient sur la santé des travailleurs, sur les mutations nécessaires. C'est les travailleurs qu'on a écouté le plus dans le fait que quand ça fait du profit et tant qu'il y a du fric, on ne change rien. Jusqu'à ce qu'on arrive à la situation d'aujourd'hui. Et puis que finalement, on soit obligé à la dernière minute à tout fermer. Il y avait avant, il y avait ces réflexions portées par le milieu du travail aussi, je dois le dire. Moi, je pense aussi que c'est pas un hasard si, dans le déclin du monde du travail, il y a eu aussi un déclin des débats sur comment transformer les industries et toutes ces univers industriels. Parce qu'on a perdu dans le droit du travail les CHSCT, les discours sur l'accompagnement des salariés, sur la formation et sur les plans de mobilité. Et aujourd'hui, on se retrouve à voir, je suis obligée de prendre la voiture pour aller bosser. Mais, moi, je reviens aussi à ça. Dans les obligations des employeurs et dans le droit du travail, il y a aussi des solutions pour la crise écologique. Et il faut arrêter d'opposer les deux. Je vous donne un autre exemple quand même, qui montre quand même là où on en est arrivé. Vous savez qu'une des seules propositions de la Convention citoyenne, j'étais un peu dans les tuyaux, c'était l'interdiction des chaudières à fioul. Bon. Non, mais je le prends parce que ça fait partie des seules, je crois qu'il y a eu 15 propositions qui ont été retenues. Alors, on interdit les chaudières à fioul, on se donne des délais, on fait des aides, qu'est-ce qui s'est passé cet été? Le fioul augmente, on va sur le fioul. Allez hop, on peut voir, on revient dessus. C'est pas un reproche. Je sais qu'il y a des députés écolos qui ont dit ça. Mais si vous voulez, en Belgique, ils ont appelé ça le chèque mazout. Tout le mouvement écolo, ça consiste à lutter contre les subventions aux énergies fossiles. On est là, quoi. On est là parce qu'on est toujours, moi je trouve, dans un recul dans les débats et les solutions. Ok, on va encore un tout petit peu parce qu'on subventionne toujours l'existant. Aujourd'hui, pour moi, une des grandes avancées écologistes, on en parle pour la Marseille, ce serait de trouver les moyens de financer la gratuité des transports collectifs. En fait, tout l'argent qu'on met là à financer toujours l'ancien, on le met pas pour faire des changements radicaux. Ou alors, on va dire qu'il faut aller toujours chercher de l'argent en plus, mais quels sont les choix? Quels sont les choix? Je vous pose la question, hein, qu'est-ce qu'on met sur l'existant et qu'est-ce qu'on met massivement sur des mesures capables de faire des effets de bascule? Bien, voilà, hein, je laisse ça à votre réflexion. Je termine sur les relevés de projet. C'est trop long, je suis désolée, mais j'ai trop de choses à dire en fait. L'échelon local, pour moi, il est important parce que, vu qu'on est dans une forme d'impuissance aujourd'hui au niveau gouvernemental, ça vous donne des lois très technocratiques. Si vous lisez la loi de l'homme d'orientation des mobilités, la loi résilience climat, zéro artificialisation nette, etc., vous arrachez les cheveux, c'est pas passionnant. On dirait une partition de musique, si vous voulez, sauf que si vous n'avez pas les musiciens, ça ne marche pas. Et les musiciens, ils sont venus sur les collectivités locales, parce que très souvent, il revient aux élus locaux d'appliquer ces lois qui touchent à l'urbanisme, à la mobilité, au déplacement du quotidien, à la rénovation thermique, à l'aide dans les territoires ruraux, j'imagine, à la consommation de l'agriculture, etc., etc. Et du coup, on en revient au fait qu'aujourd'hui, nous avons de grands enjeux communs face aux défis climatiques, mais qui doivent se décliner sur des territoires qui ont leur spécificité, bien sûr. Une ville de montagne qui dépend des sports d'hiver, c'est pas la même chose qu'une grande ville comme Marseille, qui est portuaire, avec un littoral, un port, des bateaux qui polluent, des petites rues tortueuses, un bâti dégradé. Et ici, j'ai vu, on en parlait hier soir, il y a un joli plan en damier, beaucoup plus simple pour faire des tramways, des pistes cyclables. J'ai vu Barcelone aussi, c'est super, c'est des plans en damier. Et quand vous avez des villes qui sont beaucoup plus d'histoire, on met des plans comme ça, vous devez adapter le temps, la discussion avec les citoyens, faire des choix, des conflits d'usage. Et ça, c'est passionnant, parce que ça, c'est le rôle des élus locaux avec la démocratie participative, et bien de trouver des justes consensus qui permettent d'avancer pour faire reculer la voiture, piétonniser un quartier, transformer un parking en espace vert, parce qu'in fine, c'est tout ça additionné qui fait qu'on rentre dans une logique écologiste. Et la difficulté, et je termine dessus, je vous rassure, c'est que
au moment où on a besoin de toute la spécificité de l'échelon local, confronté donc aux défis climatiques, c'est le moment où il y a de moins en moins de fiscalité locale dynamique. C'est le moment où, en fait, moi je le considère qu'il n'y a plus de décentralisation, hein, on donne des enveloppes d'État et puis des conneries avec. Hein. Vous avez vu qu'en Corse-Pisière, pas grand-chose. Nous, tout ce qu'on a fait à Marseille, du coup, comme on est pour appuyer le 13 en retard, on est allé chercher de l'argent. On va contre l'Europe, il fasse un contre-appui climatique. Et aujourd'hui, effectivement, on est obligé de lever énormément d'argent si on veut avoir des effets de masse sur nos territoires. Donc, j'espère qu'on va y arriver. C'est en cours. On est là, nous, aujourd'hui, à force d'avoir attendu. Oui. Et en même temps, c'est un moment passionnant, je trouve, parce que je pense qu'on est un petit peu à l'heure de vérité. Excusez-moi, la vérité. Merci. Par rapport à ton intervention, Sophie, très clair, pour ton intervention. Si Europe Écologie Les Verts, comme tu dis, a initié dans un premier temps tout le débat autour de la thématique de l'écologie, c'est à son honneur, pour s'en féliciter tout simplement, parce que l'écologie, c'est l'affaire de tous. Et ce qui est important, c'est que la politique puisse faire avancer, je dirais, quel que soit qui est d'origine, puisse faire avancer cette thématique. Et comme je le rappelle, il est dans l'introduction, je pense que l'on est d'ailleurs sur la fameuse distinction de masse dont on parlait tout à l'heure, c'est pas l'affaire des uns et pas l'affaire des autres, c'est l'affaire de tous. Bravo à l'écologie des Verts, ça permet à nous tous nous en profitions. L'écologie de gouvernement, je pense que nous aurons un débat avec la salle tout à l'heure, et je pense que c'est aussi un état d'esprit, un mindset qu'il faut intégrer au niveau du gouvernement pour qu'il puisse décliner tout ce que tu viens de dire, parce que c'est dans son logiciel. Aujourd'hui, les gouvernements, les assemblées, très bien, même au niveau national ou à l'échelle européenne, sont très influencés par la politique. Le fait d'avoir une écologie de gouvernement avec d'avoir une constitution au niveau de l'écologie qui a intégré ça et qui a une charte qui est déterminée, ça permet de pouvoir décliner tout ce qui se fait au niveau international, au niveau de l'écologie. Aujourd'hui, c'est pas le cas, parce qu'on a tous ces problèmes. Donc, c'est aussi ça l'idée du débat. Pierre, à toi. C'est bon. Alors, je vais juste dire quelques mots supplémentaires en présentation. Je ne pensais pas pouvoir passer après les interventions. Alors, effectivement, je suis local de terrain, de position. Je travaille comme tout le monde aussi. Et mon métier, c'est de faire du contrôle de performance des grands établissements de l'État, enfin, sociétés de l'État. Les privés font ce genre de choses, les fonctionnaires. Et donc, c'est mon métier au quotidien. Quand je sors de 3 ans autour du secteur fluvial, donc je fais plutôt de l'industrie. Et dans ce métier-là, on emporte la dimension écologique, la dimension du développement durable, la dimension de ce qu'on appelle les externalités négatives, c'est-à-dire l'évolution, la destruction des biens communs, de l'écologie, dans les comptes de l'entreprise, dans les comptes de l'établissement public, etc. Donc ça, je le vois au quotidien, dans le métier, je vois la progression de ces sujets. Donc c'est aussi de cet endroit-là que je parlerai, et pas seulement ce que je fais vraiment, ce que je fais pas seulement, et voilà, je parlerai aussi, moi je suis dans un vieux parti, un peu de gauche, et on a toujours vu que l'écologie, je l'ai mis au cœur. Et Michel Prévost, qui vient de de Passy, dans les choix, évidemment. Parce que ce soit l'écologie, c'est quelque chose qui m'a toujours animé, voilà, puis quelque chose qui me passionne, qui me parle. Et du coup, Sophie, quand j'ai vu le temps écologie du gouvernement, je me suis dit exactement comme toi, je me suis dit, c'est quoi la question? Alors, j'ai pas spontanément, je vais
vais apporter les premières réponses, mais je me connais dans celle que tu as énoncée. Moi, je me suis dit, mais en fait, on ne parle pas d'environnement, on parle d'écologie, donc c'est quoi en fait? C'est le bilan du quinquennat qui est ainsi trouvé. On peut effectivement parler, il y a des avancées, un peu symbolique, les offres, le modeste, quelques sujets, tellement de recul, tellement pas été collectivement au rendez-vous. Je me suis dit, une heure et demie, ça va pas suffire, et puis c'est pas forcément les bons intervenants. Donc je me suis posé ces questions. Puis hier soir, j'ai réfléchi à moi, et je me suis dit, finalement, je suis partie du même constat que celui lancé par l'expérience par Sophie, mais peut-être avec une autre plus positive. Après, c'est je me suis dit, c'est catastrophique, avec des incendies comme jamais, des pluies comme jamais, et en fait, on sait très bien que tout cela s'auto-entretient et que ça n'est que le début et que ça va continuer. Et du coup, c'est tellement catastrophique, c'est tellement anéantissant. Tous ceux qui ne voulaient pas en faire les unes sont maintenant bien réveillés devant. Donc ça, l'électrochoc de ce qui s'est passé cet été, ce qui continue, parce que ça continue en dehors de chez nous, fait qu'on a tous compris qu'on ne vivrait plus de la même manière. Même les plus réticents commencent à tenir un discours de raison. À cela s'ajoute, nous l'avons dit tous, la raréfaction, la disparition de l'énergie, bon marché, le bon marché, entre guillemets. Donc, les deux cumulés, on arrive dans une période où la situation est tellement catastrophique, elle est tellement tendue, on sait maintenant tous le dur et partage que c'est terminé de faire comme nous. Et je trouve que finalement, c'est une bonne nouvelle, parce que comme on sait tous qu'on va plus pouvoir faire comme avant, maintenant, on va peut-être pouvoir considérer d'autres options, en imaginer d'autres, et puis écouter ce qu'on n'a pas écouté, c'est-à-dire que ça aussi le discours de la sobriété, longtemps été évoqué, parce qu'on a envie, longtemps évoqué, est un discours qui revient. Je ne parle pas de décroissance, je parle de sobriété. Donc, moi, la bonne nouvelle, c'est tellement catastrophique, tellement pourri, tellement pas acceptable, qu'on est obligé d'un sursaut collectif, et je pense, j'espère que de ce sursaut collectif va venir notre voie d'avenir, la nôtre, celle de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc, je vais ici aussi donner l'exemple. Moi, je suis venue dans une ville, la deuxième ville brésilienne, dans un îlot de droite, voilà, de droite, les plus grosses ports de France. Et donc, ça a fait hurler de rire depuis des années quand on parle de facturation, on dit de recours, on essaie de traduire tout ça, mais franchement, encore, là, ça exprime, je pose une question sur la pollution, les mesures. Quand je dis mesures, je parle de méthodologie, je ne parle pas de dispositif. Comment est-ce qu'on mesure la pollution atmosphérique et la pollution sonore? Ça a été visionné cette semaine, mais dans le même conseil municipal, ils nous ont parlé d'îlots de fraîcheur. Alors, qu'est-ce que vous avez l'îlot de fraîcheur? Parce que pas dans la définition. L'îlot de fraîcheur, c'est ce qu'on appelle l'îlot de fraîcheur. Voilà, donc ils ont minéralisé. Là, maintenant, les îles, peut-être des arbres un petit peu au milieu, et puis, ils se parlent avec l'eau, sur tout ça, et en fait, ils rendu un petit peu des trucs qui ont un peu stérilisé les terres, et ça fait que c'est facile de se rendre. Donc, même si, dans les petits papiers comme ça, on arrive à des réflexions spontanées, ce type-là, qui vont chercher l'argent pour le faire. Là, il y a 233 arbres qui vont être plantés dans l'année. Bon, ça va dans le bon sens. Et je me suis dit ça, ces discours-là, ils ne l'auraient pas vu en 2020. Donc, c'est pour ça que je suis comme disparu. Le deuxième gros sujet, puis l'évoquer, c'est le Covid. Pendant le Covid, je dis les soignants, ça va continuer à les soutenir d'ailleurs, c'est dans la casserole, on s'est mis à penser local, parce qu'évidemment, c'est moins facile de faire bien des choses, on s'est plus les courses à la guerre, les choses, on récupère le charme du local, il y a eu des potagers familiaux qui ont émergé rapidement, on n'avait pas, on s'est mis à recycler les petits tissus, parce qu'au début,
sorti des machines à coudre, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des trucs sympas avec. Voilà. Il y a une toute émergence d'un mouvement local qui, effectivement, comme tu le disais, est reparti un peu sur l'enseignement de consommation, mais en fait, on voit que c'est resté, et qu'il y a des choses qui fleurissent avec ça. Donc, c'est ça aussi, je suis plutôt positive, et tout ça, c'est assez riche d'interactions sociales, de relations sociales. Donc, quand on met le tout bout à bout, peut-être qu'on est en train de construire le monde d'après en ce moment, et comment on a fait encore assez de recul, on s'est pas rendu compte qu'on a déjà commencé sur ces fondamentaux-là à construire le monde d'après. C'est pour ça que je suis optimiste. Alors, l'écologie, on est très important. Qu'est-ce que je pourrais dire que l'écologie, comment je vois les choses, et spontanément, non, écologie. Oui. Je sors de Covid, je suis religieuse. Je suis à toutes les pattes, l'année dernière. Donc, dans l'écologie, moi, je le vois comme un système global. C'est l'expression que j'aime bien, qui sont un peu adaptées ou trop à la mode, je ne sais pas. C'est l'occasion de faire un système, de faire société. L'écologie, c'est ça, c'est notre monde tous ensemble, l'interaction, et où on respecte les uns les autres, chacun va avoir sa petite contribution, c'est un peu plus dur de dire ça. Et pour moi, l'écologie, c'est ça. Donc, l'écologie du gouvernement, pour le gouvernement du quinquennat passé, j'ai du mal à m'y trouver avec une écologie plus. Mais bon, c'est ça. Et donc, comment est-ce que l'on fait pour instiller cette écologie-là dans le gouvernement? Alors, j'ai réfléchi en me disant quels sont les 4-5 grands piliers quand on parle de cette écologie du gouvernement. Puis, ça va venir hier soir, il y a un rapport de Greenpeace sur le quinquennat Macron, donc je suis allée le reprendre. Et moi, j'ai fait quelques épisodes désagréables. Mais donc, le premier sujet, c'est l'agriculture. Et je trouve en plus qu'on avait un film formidable et bouleversant hier au moment du verre, où à la fin, il s'enfile, on l'a vu, je ne sais pas si vous voyez, il s'enfile de bidons qui sont glyphosate, etc. Voilà. Et donc, on voit bien que dans l'agriculture, il y a eu beaucoup de renoncements et il y a des aberrations. À un moment donné, on oublie qu'une vache, ça mange de l'herbe. Et on lui fait manger ces choses, et puis après, on sait qu'après, ça ne se passe pas totalement bien. Mais à la base, un herbivore, ça mange de l'herbe. Et donc, on est en train de devenir une vache qui mange de l'herbe, cycloconducteur, etc. Et ça aussi, c'est très positif. Mais ça signifie, je parle sur le glyphosate, je peux parler de conneries aussi, que quand on prend une décision au niveau du gouvernement, de renoncer à un certain nombre de perturbations endocriniennes, de renoncer à des saloperies de rondeur, de renoncer à ce qu'on voulait faire, de les etc., bien, il faut tenir compte. Et là, pour le coup, le bilan de l'agriculture et la facilité avec laquelle les vies ont à peu près tout passé dans le quinquennat précédent, ça fait froid dans l'eau. On a perdu des années, il y a des choses qui se font irréversibles. Et ça, j'ai l'impression qu'on a une dynamique collective, et c'est aux citoyens de faire pression en demandant une nouvelle convention, en demandant à ce qu'elle soit prise en compte, à ce que ça soit conçu. Enfin, là, il y a un vrai élan citoyen, et il y a eu ces prises de conscience qui se sont opérées. Après, tu as parlé de tranquillité. Moi, j'avais beaucoup plus bien, comme je l'avais compris. Ce qu'on a vu aussi au moment du confinement, c'est les fleuves bafoués. Il y a eu plein d'avantages sur le Rhône, notamment, et la qualité des eaux qui sont devenues en très peu de temps transparentes. Voilà, on s'est dit, mais c'est formidable, dès lors qu'on arrête de trébucher dans tous les sens et qu'on devient plus raisonnable. En fait, la nature est hyper résiliente, et donc ça devenait assez vite de récupérer une bonne qualité de nature. Je pense que je suis pas la seule à l'avoir vu, personne n'a oublié. Et donc ça aussi, on a des politiques qui sont en train de se mettre en place, qui ne sont pas nécessairement, pour essayer de capitaliser sur ça et avoir des trafics qui sont un peu différents. Mais pour autant, dans la loi de l'organisation de l'humanité, il y en a un peu système, et puis les investissements de l'emploi, c'est encore hyper de tout compte. Je ne vais pas faire ma prosélyte plus fière, mais réfléchissez au nombre de conteneurs, aux milliers de conteneurs trouvés sur des barges par rapport à ce que ça signifie sur les routes et la congestion. Et donc ça, c'est insuffisamment investi, parce qu'on est encore sur
l'aérien, le camion aérien, et puis le fluvial. Et en cela, stigmatiser les jets privés, on a trouvé cette volonté, la stigmatisation en général, mais à un moment donné, il faut ouvrir les yeux sur l'aberration que représente le fait d'être le matin à Paris, à Alger, ensuite et puis de revenir à Paris. C'est pas raisonnable. Il me semble que le Covid, cette été terrible, la crise de l'Ukraine, nous invite à regarder nos esprits politiques et à reprendre raison, non seulement sur la page temporaire, et à être force de pression de proposition pour que, au-dessus de nous, les choses bougent et de manière citoyenne, on se mise des milliers d'interpellations dont on dispose. Sur ça aussi, je suis raisonnablement, c'est le boulot, positive. Et puis on peut aussi parler, et on doit parler de l'économie, du citait Ismaïla dans ton introduction. Aujourd'hui, on le voit là, on ne peut plus faire l'économie de repenser l'industrialisation. C'est dommage, François Paul va parler de ça avec nous, j'imagine, mais l'industrie, on a bien vu que pour un produit très haute valeur scientifique et technologique, comme le paracétamol et le masque, mais il n'est plus capable de le faire en France. Donc, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on a toute une politique de réindustrialisation. Maintenant, ça s'est aspiré. Maintenant, on a chanté son MédicFrance France entre 2012 et 2014. Maintenant, tout le monde n'a plus que ça. On a vu de l'argent marketing. On voit que les choses changent. On voit que les régions aussi ont pris cette dimension industrielle, enfin, le corps. Et on a des écosystèmes industriels qui sont en train de se réinventer pour les aides. Parce que c'est difficile, ça va être des transports. Et voilà, le mouvement qu'on peut aussi en cours là-dessus est en cours avec un tissu industriel qui ne comporte pas que des mastodontes, qui comporte des petites unités et qui emporte avec lui tout l'écosystème écologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va raisonner, on développe les sites industriels en récupération d'énergie recyclée, d'énergie natale, et donc on fait des réseaux de récupération, on fait chauffer les immeubles, on fait. Donc ça, il y a 10 ans, on n'était pas du tout sur ces réflexions-là, et aujourd'hui, ce sont des réflexions. Alors, ça ne fait pas la vie des jeux d'eau, mais il y en a énormément de ces réseaux-là, et ça commence à chauffer un très grand nombre de nos citoyens. Et je dis, les citoyens, c'est faire autre chose aussi avec ces réseaux. Et ce que l'on fait aussi, pour le coup, il y a quelques bonnes dispositions législatives qui s'est écoulées, sur le net. Il y a tout ce qui est emploi matériaux, de l'emploi. On voit fleurir des chantiers, on voit évidemment avec les éco-organismes, avec la cherté des matériaux de construction, vous pouvez d'autant plus pousser à les récupérer plutôt que de brûler ou de détruire. Et ça aussi, le chiffonnier fait ça très bien, on a peut-être s'inspirer de la seconde image des chiffonniers. Et donc tout ça, on voit refleurir des initiatives de conscience, mais qui sont mieux organisées, qui sont scientifiquement organisées, qui posent aussi sur des bases scientifiques, et qui vont un peu changer la vie. J'ai été frappée l'autre jour en traversant une partie de Normandie, un paysage que je connais bien parce que j'ai grandi. Il y a des, et j'ai vu ça dans d'autres régions, je connais bien un petit peu mais aussi, il y a des agriculteurs, des paysans, de ce même, qui sont en train de faire un hyper révolutionnaire, vous allez voir, ils sont en train de remettre les haies dans les champs. Pendant très longtemps, on a tout envoyé balader, avoir ces grandes surfaces qui là, comme je le disais. Et puis aujourd'hui, on se dit, en fait, pour avoir des îlots de chaleur en pleine nature, il y a rien de plus petit bosquet, et en plus, ça fait venir les oiseaux, c'est un peu les abris aussi. Et donc, on est en train de subventionner la remise en paix de certains endroits, alors qu'on avait subventionné la recharge de tout ça. C'est pour ça que je dis, on a plein de petites choses qui vont dans le bon sens. Maintenant, c'est peut-être pas la dimension suffisante, ça c'est très clair. Et puis, il va s'approcher et pas se contenter de petites solutions de facilité. Les gens terminent sur mon activité et en fait, avec ça, mais je vais commencer avec ça, un petit peu de gouvernement. Pour moi, l'écologie de gouvernement,
ça renvoie au principe démocratique. Et pendant les dernières élections municipales, vous avez pu voir sillonner des pouvoirs continuer là-dessus parce que les gens travaillent sur les associations ont voté ce qui est appelé le pacte de transition écologique et démocratique. Ils sont en train d'interpeller tous les candidats avec un questionnaire. Moi, j'ai passé 4 heures sur le questionnaire parce que c'était pas mille, avec pas les engagements. Et je trouve que ce questionnaire qui est suivi d'ensemble par ces associations, commune par commune, ça relie bien cette exigence écologique et cette exigence démocratique. Parce que quand on fait de l'écologie, quand on pense à un gouvernement en écologie, on pense à tous, y compris aux plus fragiles, à ceux qui morflent en première ligne des abus des autres. Parce que les environnements de fin du mois, ceux qui ont les passeports thermiques, les logements dit, c'est rarement les plus nantis. Ce sont les plus pauvres de nos concitoyens qui prennent de plein fouet la bouffe, qui prennent de plein fouet tout ça. Et donc, l'exigence écologique, c'est aussi de permettre à tous de vivre mieux, ça va être une bien sûr, mais de vivre mieux, et en intégrant ces fameuses externalités négatives, le coût réel de ce que l'on produit, le mal que l'on fait à la nature et à l'environnement, et les mesures de compensation de l'autre, c'est pas mal, des choses de compensation, eh bien, du coup, en affichant le coût réel et le prix, eh bien, on va voir que l'échelle des valeurs et l'échelle de celui qui produit le plus pour la collectivité qui lui apporte le plus, pas du tout celui que l'on prend. Du coup, en réfléchissant, en remettant ça dans cette vidéo, en s'affichant déjà, on va pouvoir avoir une hiérarchie assez différente et du coup, quelque chose qui est plus visible, parce que c'est quand même assez difficile de dire aux gens, je ne sais plus quel ministre, il a de grand école. Je ne sais pas s'il y a des entrées ou pas. Mais bien, pour lui, l'écologie, il avait pris sa bouche noire en éveillant en même temps. Ils ont refusé d'être tout à fait délicat et évident. Mais on doit proposer d'autres modèles et d'autres images, spécifiquement, et en mettant le bon prix des choses à la bonne place, on va faciliter les démarches vertueuses, et puis le fait que tout le monde va se sentir concerné par ces efforts de sobriété, et que ce sera quelque chose qui est vécu comme plus positif. Voilà, j'espère. Et trop long, ça n'a pas été trop. Mon propos n'est pas tout à fait un peu, je suis trop lucide sur tout ce qu'il nous reste à faire. Et je trouve qu'on est dans une période charnière où il est en train de se passer des choses qui peuvent être extraordinairement positives et qui peuvent changer le monde. Merci beaucoup, chère Isabelle. Merci beaucoup, chère Isabelle. Merci à tous nos intervenants. J'espère que les interventions vous ont profité. Avant de passer à une discussion avec la salle, pour ceux qui ont des questions ou des commentaires, juste quelques petits points que je mets en contribution au débat que nous allons avoir maintenant. Je crois qu'il ne faut pas négliger la capacité de ce que j'appelle le monde marchand à se réinventer dans cette crise énergétique, cette crise environnementale que nous avons. Puisqu'il y a toujours eu des solutions pour continuer à garder le système tel qu'il est et continuer à faire de la marchandise. Il y a eu tout un ensemble de faits qui ont été établis par un certain nombre de lobbyistes avec des stratégies de pollueurs-payeurs qui ont été complètement transformées et finalement qui ont permis à ce que les pollueurs continuent comme ils faisaient avant. Sur le moyen terme, au niveau de la recherche, on manque de pollinisateurs. On dit que c'est pas grave. Nous allons pouvoir inventer une nouvelle économie de la pollinisation avec des micro-robots qui vont à la place des abeilles fertiliser les plantes, etc. Beaucoup plus loin, aujourd'hui, Bezos, comme vous le savez, fait une myriade de satellites pour l'Internet de demain. Et plus que cela, ce qui se projette dans cette marchandisation aussi, c'est de dire nous allons prospecter l'espace parce que c'est peut-être un avenir pour la planète Terre, pour les terres rares qui nous manquent, pour les ressources qui nous manquent, on va explorer la Lune, etc. Donc il faut vraiment faire attention à cette capacité du monde marchand à se renouveler. Il faut être optimiste, certes, par rapport
à la situation, à la prise de conscience que les gens ont, mais il ne faut pas considérer que nous arrivons automatiquement à la fin d'un système. On est encore loin de ça. Il y a encore beaucoup de stratégies économiques et d'ingénierie mises en place pour perdurer et continuer à ce que ça fonctionne comme c'est aujourd'hui. Et même beaucoup plus loin, c'est qu'il y a des recherches sur la transhumanisation, où une économie marchande tente de se développer sur l'homme augmenté. C'est-à-dire par rapport au réchauffement climatique, nous allons augmenter les capacités humaines à résister à la chaleur, aux maladies, etc. Donc, il faut être conscient de ça. Ça existe. Et ce modèle qui existe peut continuer. Nous devons mettre en place les modèles alternatifs qui sont plus humains et logiques, comme je disais, une vache, ça mange de l'herbe. Voilà, c'est ça vers quoi nous devons aller. Et c'est ça aussi l'écologie du gouvernement, c'est un mindset, c'est un état d'esprit qui doit diffuser, à contrario, une logique libérale qui diffuse. Parce que la logique libérale, là, c'est le modèle. Mais tout ce que nous décrivons ici, qui est très bien, n'a pas encore ce modèle réellement constitué au niveau d'un État. Et c'est à ce point qu'on a inspiré sur ce débat. Deuxième élément que je mets sur le débat, c'est l'écologie, c'est une affaire de tous. Nous avons besoin des citoyens. Sans les citoyens, la transition écologique ne peut pas se faire. Donc ça veut dire de la démocratie. Que les gens puissent participer. Les experts, les ingénieurs, les scientifiques, les politiques. Nous avons besoin de tout le monde. Mais il faut aussi prêter garde, je crois, à comment les uns et les autres sont utilisés. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait faire confiance à la technologie, que la technologie allait résoudre nos problèmes. Mais en réfléchissant de plus en plus, je crois que c'est une erreur. En fait, on ne doit pas faire confiance à la technologie pour nous aider à régler des problèmes. On doit donner à la technologie des moyens, peut-être, de résoudre des problèmes. Et la nuance est différente. Parce que dans un cas, vous allez donner, en gros, la solution ou la problématique et la réflexion aux ingénieurs, aux experts, à eux décider, sans qu'ils prennent en compte tout le paradigme. Et dans l'autre sens, vous êtes maître de la situation, vous êtes un État et vous dites, moi, je vais financer par la recherche fondamentale, la recherche et l'innovation, pour trouver des moyens à régler une situation. Donc, cette nuance est très importante parce qu'aujourd'hui, Macron est dans la réflexion de la première. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup appel, comme beaucoup de gouvernements d'ailleurs, à des experts qui, finalement, trouvent la solution avec les lobbies qu'il peut y avoir autour, qui leur convient le mieux. Donc, il faut aussi faire très attention, je crois, à cette manière de gouverner et que le politique reprenne le pas. Et je vais vous donner juste une expérience rapide de mon métier, comme toi, j'en parle rarement. Dans l'ingénierie d'innovation, parce que je travaille dans la recherche et l'innovation en tant qu'ingénieur, il y a deux types d'ingénieurs. Il y a l'ingénieur système, il y a l'ingénieur classique, de solutions qui développent une solution, à proprement dit, via les technologies et ses connaissances. L'ingénieur système, il a une vision agnostique de la technologie. Donc, c'est-à-dire qu'il réfléchit le monde de demain sur ce que doit être la mobilité, la voiture de demain, etc., sans prendre en considération une technologie. Donc, il fait ce qu'on appelle des requirements, c'est-à-dire des exigences et des conceptions. Si bien que toute son analyse et sa réflexion, si elle est enfermée dans un coffre-fort aujourd'hui, tel qu'elle est ouvre le coffre-fort en 100 ans, c'est toujours vrai, sauf que c'est complètement agnostique de la technologie. Là où l'ingénieur technique, lui, il a son expertise technique dans son mindset à lui, dans sa technologie du moment, et il va piocher pour trouver une solution. Et les deux sont complètement différents. Parce que si le systémier devient la solution, il perturbe en fait l'équilibre de la solution optimale. Et c'est là sur quoi on assiste aujourd'hui, c'est que le politique, selon moi, ne doit pas faire déléguer aux experts, mais doit avoir la démarche de s'estimer et être un donneur d'ordre pour donner une vision. Je veux que la mobilité soit durable, sans impact, etc. Il faut qu'il donne des exigences. Et ensuite, ces exigences doivent être mises à disposition pour y répondre au monde technique. Il doit trouver des solutions. Alors, quelquefois, il y a des contraintes. Mais en tout cas, ça doit se passer comme ça pour que la politique retrouve ses lettres de noblesse. Voilà ce que je voulais vous dire. Ce que je vous propose, c'est, il y a un micro qui est là. Est-ce qu'il y a une bonne âme pour faire passer le micro?
Sinon, on en fera au plus. 1, 2, 3, ça sera toi. Merci, cher monsieur. Je vais passer le micro et puis je peux commencer. Allez-y. C'est malin. C'est ça. Ça marche pas. Il faut appuyer sur le bouton là, mais longtemps. Celui de gauche, de gauche. Quel côté? Toujours à gauche. À gauche, c'est la gauche. Alors, On a perdu. Attendez, prenez une minute. ça marche. Bon, je vais passer le micro, mais je voulais juste réagir à vos interventions, parce qu'il me semble que le grand défi, c'est d'emmener le maximum de la majorité de l'opinion publique avec nous, en fait. C'est parce qu'on parle de sobriété, donc la sobriété, ça représente qu'on nous prive de quelque chose. Et on se dit, moi j'ai ma manière de fonctionner, je fonctionne comme ça, alors que je vais pouvoir me priver, ça va être encore pire qu'avant. Or, c'est pas forcément vrai, parce que le monde, on a tellement de choses à changer que ça va être différent. Et il faudrait pouvoir donner cette vision que ça va être dur parce qu'il va falloir changer nos habitudes, mais qu'on va y gagner quelque chose. Et je pense que le défi, c'est de donner à voir qu'est-ce qu'on a à y gagner pour emmener les gens. Voilà. Merci, cher monsieur. Quelqu'un vous souhaite intervenir? Vous avez des questions à poser? Merci. Bonjour. Je vis à Berlin. Et par rapport à la question de l'écologie du gouvernement, nous voyons actuellement au sein de la coalition allemande toutes les contradictions que cela peut entraîner. Les écologistes membres de la coalition gouvernementale depuis maintenant 10 mois, parce que l'élection avait eu il y a exactement 1 an, au règne de la droite en Allemagne, donc nous avons coalition libéraux et les sociaux-démocrates. Et les Verts ont notamment 2 ministères importants, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'économie. Et là, face à la crise initiée par Vladimir Poutine en agressant l'Ukraine en février, et qui est la continuation d'une crise qui avait commencé avant même la crise pandémique, dans les années 2019, qui ont parlé de récession en Allemagne, il y a un sujet fondamental qui est l'accès, continuer à avoir un accès à de l'énergie. Toute la stratégie de transition écologique allemande est fondée sur le gaz russe, l'abondance et l'aspect bon marché du gaz russe. C'est pour ça qu'il y a une continuation, y compris par Angela Merkel, de l'arrêt nucléaire, c'est-à-dire qu'il y a une arrêt français qui est de continuer à poser des problèmes à l'économie française pour la déconnecter de son rôle central de l'Union européenne. Mais voilà, le gaz russe n'est plus là. L'Allemagne a un énorme problème et les économistes allemands sont confrontés à d'énormes contradictions par rapport à l'idéologie, par rapport à l'énergie nucléaire et par rapport aux besoins. Comment on va faire de l'énergie pour finir cet hiver. La Deutsche Bank a réalisé d'ailleurs ce matin des prévisions de croissance, encore plus à la baisse. On voit une récession de moins 3% en Allemagne pour cette année. Et l'opinion allemande est en train de complètement se retrouver dans une position de colère par rapport à la situation qui s'annonce. La sobriété, ça veut dire la sobriété de ne pas pouvoir se chauffer en Allemagne, avec des factures d'énergie qui peuvent aller jusqu'à la minimum. Et l'écologie n'a pas de réponse gouvernementale aujourd'hui, parce qu'il y a trop de contradictions, il y a à la fois la tentative de prolonger certaines centrales pour continuer à avoir un peu d'électricité, mais c'est pas l'électricité qui fait le chauffement, le chauffage des logements. En Allemagne, c'est le gaz. Et aussi, la difficulté à construire, comment est-ce qu'on va construire cette transition? Parce que là, le gaz russe, il est plus là pour longtemps. Comment on va construire cette transition? Et là, on voit qu'il n'y a pas les outils conceptionnels, les outils techniques, les outils énergétiques de cette transition-là. Donc, ça serait une question de retour au panel. En France, on a une situation un peu différente. Mais l'Allemagne est un joueur exclu au sein de l'Union européenne et une telle crise va avoir des grosses conséquences. Et un deuxième point, l'écologie peut être devenue en apparence un sujet hégémonique, on va dire, dans tous les discours, mais on n'a pas nommé les adversaires. Les gens qui
souhaite un climat à plus 6 degrés, parce qu'ils y voient un avantage économique, politique et symbolique. Il y a un certain nombre de composantes de l'extrême droite évangélique, notamment de l'Amérique latine, de l'Amérique du Nord, qui pensent que, de toute manière, il est sacrilège de penser que l'humanité puisse appeler ça contre destruction, puisqu'il n'y a que de Dieu, et par conséquent, le changement climatique ne peut pas être à la fin de l'histoire, la fin de notre histoire. Les élus seront sauvés. La divine providence va garantir la survie de 2 milliards d'humains, et 5 milliards d'humains sont tournés à l'enfer. Toute leur logique de gouvernement, c'est Bolsonaro, c'est Trump, c'est de s'assurer d'être du côté des 2 milliards qui vont survivre et qui vont conserver le pouvoir après la disparition des 50 milliards. Leur idée, c'est pas d'empêcher l'humain, c'est de s'y adapter où il faut conserver l'Holocauste. Donc, la deuxième question, c'est quand est-ce qu'on va commencer aussi à poser ce sujet-là de l'affrontement avec ces penseurs? Parce qu'on ne le pose pas, parce que ça nous joue dans le débat. Voilà, c'est Oui. On prend cette question après. Oui, bonjour. Alors pour moi, l'écologie du gouvernement, c'est réel. La résolution d'abord d'un conflit idéologique entre l'écologie et le libéralisme. Je rappelle que moi, je m'interroge très fortement, est-ce que l'écologie est fongible dans le libéralisme, le néolibéralisme économique que promeut l'Europe? Et là, peut-être, il y a une difficulté, c'est que personne n'ose remettre en cause ce certain nombre de traités européens. Je rappelle que dans les traités européens, je fais ça, il est marqué, dans ce chapitre 2, article 3 à 57, les États membres de l'Union instaurent une politique économique conformément au respect du principe d'une économie de marché ouverte, de la concurrence et libre, non faussée. Et l'article 314 précisait l'Union européenne contribue à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu'à la réduction des barrières douanières et autres. Ce sont des articles qui sont radicalement en opposition avec la capacité que nous pouvons avoir de développer sur un monde qui sera forcément plus onéreux, une production autonome européenne, française, qui respecte l'écologie et les principes sociaux. Donc, voilà, moi je me mets très fortement sur notre capacité globale en tant que gauche du gouvernement de pouvoir penser l'écologie compatible avec le modèle économique européen tel qu'il est aujourd'hui promu. Est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, faire une entorse, c'est-à-dire une entorse, s'opposer avec le principe fondamental? Je voudrais reprendre également au niveau européen le problème de EDF-GDF. On avait un super outil qui aujourd'hui est totalement déclassé, abattu, au nom d'une politique européenne de l'énergie dont je n'ai pas encore compris la logique. De la même façon qu'on peut l'écrire agricole. Comment se fait-il qu'au niveau agricole, on donne des subventions à l'hectare et non pas des subventions à la production, avec peut-être une dégressivité des règles et des subventions, pour faire en sorte que ce ne soient pas les plus riches qui ont 1000 ou 2000 ou 3000 hectares qui gagnent et qui encaissent le maximum de subventions. Je rappelle qu'en Angleterre, je crois que c'était la reine d'Angleterre qui avait le maximum de subventions européennes. Voilà. Hein? Oui, c'est à l'époque, ils étaient encore au niveau européen. Et puis au niveau local. Alors moi, j'ai été élu président de communauté de communes pendant 17 ans. 22 ans, j'ai été maire, ou maire adjoint. Et je peux dire que lorsqu'on a développé un réseau chaleur, une unité de méthanisation, du solaire thermique, du photovoltaïque, la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée, ça a été de supporter ou de contrer les néo-écolos. Ceux qui, pour une histoire de grillon ou une histoire de salamandre, s'opposent à un projet de méthanisation coopératif ou à un projet de méthanisation avec des arguments les plus éculés qui soient. Franchement, j'avais été
c'était douloureux de devoir contrer comme ça des oppositions aussi stériles. Et donc, moi, je crois qu'il serait très important qu'il y ait une obligation dans la loi, pour donner quelques orientations comme ça, hein, mais quelques orientations, c'est l'idée de développer forcément, obliger à ce qu'on ait des agences locales de l'énergie dans tous les départements de France, pour faire en sorte que les collectivités soient obligatoirement intégrées à une démarche de développement écologique sur leur territoire. Et là, ça peut passer par la loi, au lieu de passer uniquement par la volonté je suis fonctionnaire, je suis chargé des énergies renouvelables dans le département de Haute-Pyrénées, je vous assure que je suis désespéré de voir le peu de volonté d'aboutir à des projets concrets. Voilà, je voudrais longtemps encore continuer là-dessus, mais je laisse le débat au public. On va essayer d'apporter, souvent mes réponses à moi, langage de mes collègues ici, sur l'exemple que nous donne Mathieu sur la situation en Allemagne, on a une branche de l'écologie politique très ancienne et très vive, très armée, très moteur. On voit bien que derrière les postures aujourd'hui, il y a un impensé total de la situation qui va mettre la population en plus grand point en 2020. Cette hiver, les options sont parfaitement trouvées, on ne va pas très bien répondre aujourd'hui. Il y a tout cet impensé, on n'a pas du tout la même manière en France, mais qui va nous servir de leçon et qui nous ramène à la notion de collectif. L'écologie, c'est collectif. Donc on peut être franchouillard et se dire aux frontières, ça va aller, mais en fait, on continue à avoir des gens qui sont noirs dans la Méditerranée parce qu'ils fuient le désert mondial, et puis ce ne sont pas les crises politiques qui amènent le plus aujourd'hui, le plus de personnes à mourir dans les eaux, profit dans la police, c'est les ordres climatiques, ça ne va pas s'arranger. On a raison peut-être qu'il y a la confiance, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne va pas s'arranger. Donc, le sujet, il est peut-être pas assez dit, mais ça me paraît je pense, il est évidemment politique. C'est bien, on est engagé en politique parce qu'on n'est pas d'accord avec les politiques. Parce qu'on a toujours proposé qu'on n'est pas d'accord avec les politiques qui sont aujourd'hui, qui sont des politiques libérales, ordo-libérales dans certains contraires, et dans le libéralisme, qui donne vraiment la part au plus prédateur, au plus féroce, celui qui imaginera le mieux, comment s'en sortir le mieux, et en se moquant éperdument que les autres, au contraire, se sachent poursuivre. Moi, ça c'est le libéralisme tel que je le vis. Les lobbies sont à l'œuvre, on le voit dans la culture, c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir. Tout le monde sait qu'il faut rebâtir complètement la politique agricole commune, de l'Union européenne, quelque chose aujourd'hui. Je veux revenir sur deux choses. Ça a été le choix de la France de bâtir le système débile d'EDF avec la vente de casser. Il faut acheter par ailleurs. Revenons à la raison. Le truc ne tient pas et c'est pas un export de nourriture. On demande mais ça se voyait, pourquoi personne ne l'a dit avant, quand on l'a vu, c'est pas ça sert de leçon, la peur est assez chère. Sur l'Union européenne, initialement, je n'ai pas cité les articles, l'Union européenne a été un des grands moteurs de l'écologie parce que quand on avait fait encore de levier en France, faire aboutir des sujets de protection de l'environnement, de prise en compte de l'écologie, on avait la base juridique dans on va dire, la constitution des communautés européennes, puis de l'Union européenne. Donc, il y avait beaucoup d'avancées sur le plan environnemental parce qu'il y avait ces directives. Maintenant, le système aujourd'hui n'est plus du tout celui qui reste dans les 10-20 dernières années de l'Union européenne, où on espérait que ce soit une communauté d'hommes au service des hommes, et c'est devenu la lettre stricte
le handicap, les circulation, la liberté, les marchés, les groupes, les hommes et les femmes, etc. Donc sur ça, on va aller à un modèle hyper libéral. Et on voit bien que c'est ce modèle hyper libéral et hyper prédateur aussi de nos biens communs, et que c'est contre ce modèle-là que sur le plan local et national, on a d'autres choses à proposer pour remettre le bien collectif, le bien commun autour de tout ça et les remettre en vitrine, les remettre en conversion. Merci. Je crois que vous bon. Juste quelques précisions. Moi, la sobriété, je la trouve heureuse, justement. Je vais utiliser l'expression de Pierre-Henri, parce que je me serais bien en peine de me positionner si elle était heureuse ou malheureuse. J'ai juste voulu décrire que, justement, si on avait fait le pouvoir, si on avait fait la transition à temps, on n'en serait pas là. C'est juste ce que j'ai entendu. Et qu'aujourd'hui, on prend un certain nombre, tu décris, effectivement, un certain nombre de solutions industrielles, etc. J'ai disais à Maxence qu'on connaissait avoir aujourd'hui, par exemple, quand j'ai été élue à la région en 2011, il y avait un projet d'éolienne flottante de la fausse solaire, que j'ai fait. Ah ouais, tiens, ils vont commencer à le faire un point. Et puis, l'économie circulaire, et puis je me la passe. Juste, effectivement, cette impatience, je crois qu'on la partage tous, quand on est élu local, on est tous confrontés à cette impatience des choses qui ne bougent pas. Mais apporter aussi une précision, oui, il y a autant d'écologie que de courants de gauche, que de types de capitalisme. Juste, l'écologie politique, en France, est beaucoup venue par les questions énergétiques. Moi, en tant qu'élu, franchement, les écologistes politiques défendent généralement les énergies renouvelables. Et effectivement, l'écologie associative est beaucoup plus environnementaliste et implantée sur les questions de biodiversité. Donc, ce ne sont pas forcément les mêmes courants au départ, mais les mêmes sujets. Bon, moi, j'avais toujours eu, je me souviens, avec la Ligue de protection des oiseaux, effectivement, on avait beaucoup de débats, arrête de faire tout beaucoup, sur quel projet photovoltaïque. Bon, ce qui s'est passé à un moment donné, c'est que toutes ces crises ont produit un récit commun, et qu'aujourd'hui, bien semble scientifiquement, ça a un récit commun de la crise de la biodiversité, du réchauffement climatique, etc. Donc, ce sont aussi différentes histoires qui se sont croisées à un moment donné pour avoir un récit global qui est très puissant aujourd'hui et qui garde ces contradictions-là, parce que c'est pas les mêmes courants militants, c'est pas les mêmes débats. Et oui, il y a, je veux dire, l'écologie, en fait, les bases d'une pensée de classe sociale, c'est pas du marxisme au départ. C'est de trouver des courants écolos qui vont s'allier avec les libéraux et des courants écolos qui vont avoir cette pensée par rapport aux classes sociales. Je pense que ce qu'a peut-être aussi montré Maxence, par rapport au marxisme, par exemple, c'est l'apport de l'écologie dans la compréhension que n'y aurait pas eu de capitalisme sans une révolution industrielle et une nouvelle mode d'énergie. Et que, du coup, c'est bien la vapeur et le charbon qui a pu créer aussi ce développement du capitalisme, et donc après le pétrole. Et je finis par me demander aujourd'hui, donc, au moment où on change d'énergie, en fait, est-ce qu'on sera toujours, est-ce qu'on va toujours parler de capitalisme, ou est-ce qu'il ne faut pas inventer un autre mot? Parce qu'en fait, on décrit, j'ai l'impression qu'on n'a plus les bons vocabulaires non plus et qu'on a parfois du mal à décrire l'ampleur de ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que ce serait mieux, hein, moi je ne pense pas. C'est juste quand même, c'est intéressant d'ajouter à une réflexion de classe sociale liée au travail, de capital travail, la technologie et l'énergie qui a permis ce développement. Et je crois que c'est ça qui est intéressant de comprendre, et même dans l'analyse aujourd'hui, les changements qui se font. Voilà. Sinon, écoute, moi je suis comme ça. Le pessimisme de l'analyse, l'optimisme de la volonté. Merci. Juste pour réagir sur quelques points, on n'a pas peut-être parlé de lobby autour de cette discussion. Alors, autant que c'était vraiment une réalité de il y a des décisions qui sont prises sous l'influence des lobbies. Je pense aussi qu'il faut garder l'esprit que un politique, c'est son électorat. Et donc, c'est l'électorat qui va mettre un politique au pouvoir ou qui va en mettre un autre au pouvoir. Et pour beaucoup de personnalités
responsabilité politique, c'est vraiment ça qui va déterminer les positions. Je pense notamment à 2 députés qui vont dire, c'est une députée française et un député européen français qui vont dire la même chose. En fait, c'est pas moi qui peux convaincre, c'est mon électorat. Parce que même s'ils comprennent quelque chose, s'ils pensent que leur électorat pense autre chose, font ce que pense leur électorat. Et c'est même pas forcément sous une approche démagogique, même si personnellement je partage pas cette approche, c'est parce qu'ils se sentent un devoir de représentation et ils se disent, mais si je faisais un référendum là tout de suite instantané sur cette question, qu'est-ce que pourrait voter mon électorat? Il faut que j'arrive à suivre ça, sans réaliser qu'en fait, si on les paye pour représenter leur électorat, c'est justement qu'ils aient le temps de s'informer et de potentiellement faire des choix différents de ce que leur électorat aurait fait, l'électorat qui n'a pas eu le temps de voter. Et donc, pour prendre un exemple concret, si la population est concernée par les questions climatiques, le politique va en parler. Et si en même temps la population demande d'avoir toujours plus de pouvoir d'achat, avoir des contraintes sur les véhicules, qu'on ne vienne pas l'embêter avec ses jeux d'argile, etc., ben, c'est le politique qui va défendre ce genre de mesures. Donc, ça n'empêchera pas du tout un politique de parler beaucoup de climat et de faire totalement l'inverse. Si on veut avancer sur les questions climatiques, il ne faut pas seulement que la population demande à ce qu'on parle de climat, il faut qu'elle attende des mesures qui vont effectivement dans le sens d'une réduction de l'émission de gaz à effet de serre. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué, sachant que la population est très mal formée. Et si globalement la réalité du changement climatique est à peu près partagée au sein de la population, la plupart des gens ne savent pas du tout ce que c'est. Ils n'ont pas du tout conscience du fait qu'il s'agit de gaz à effet de serre, c'est essentiellement un problème de fossiles et aussi un peu d'alimentation. Et donc, à partir du moment où le problème est mal compris, on peut pas, et mal posé, on ne peut pas bien y répondre. Et ça m'emmène sur un second point. Pour citer Yves Bréchet, qui est membre de l'Académie des sciences, être concerné ne suffit pas être compétent. C'est vraiment le drame des questions écologiques, qui sont souvent extrêmement complexes. Et bien peu de monde fait l'effort de mettre les mains dans le cambouis pour comprendre comment fonctionnent les systèmes et comment agir sur le système pour résoudre le problème. Mais finalement, on s'attache à des symboles qui, des fois, sont complètement contre-productifs. Je vais prendre un exemple, celui de l'huile de palme. L'huile de palme, pour la cultiver, on déforeste. Donc, effectivement, il y a un problème. L'approche simpliste et qui est la plus répandue, c'est de dire, disons l'huile de palme. Le problème, c'est que si vous faites ça, en fait, vous n'avez pas de vision systémique et ça occulte le fait que l'huile de palme, c'est l'huile avec le plus haut rendement. Donc, si vous interdisez l'huile de palme et que vous la remplacez par une autre huile végétale, vous aurez besoin de plus de surface. En fait, le problème, c'est pas tant celui-ci, c'est celui de l'augmentation de l'utilisation des huiles végétales, en partie dans l'industrie agroalimentaire, mais surtout dans l'énergie, pour faire des diesel, des carburants, etc. Donc, si vous voulez lutter contre la déforestation associée à l'huile de palme, c'est pas l'huile de palme qu'il faut interdire. C'est gérer notre consommation d'huile végétale en général, et notamment dans l'énergie. Donc éviter de dire on va décarboner la mobilité avec uniquement des agrocarburants. Les agrocarburants ont un rôle à jouer dans certaines conditions, mais il faut vraiment faire attention et pas en mettre partout. Et ça, en fait, ça regroupe aussi avec ce que vous disiez sur l'Allemagne tout à l'heure. C'est que le nucléaire, c'est devenu un symbole, et finalement, c'est devenu le symbole qui passe devant tous les autres, avec des intérêts quand même aussi derrière. Celui qui est à l'origine de la sortie du nucléaire en Allemagne, c'est Angela Merkel, c'est Gerhard Schröder, qui 2 mois après est passé chez Gazprom, quand il a fini son mandat, il est passé chez Gazprom pour gérer le projet Nord Stream. Ensuite, il est passé chez Rosneft, le pétrolier russe, et là, il devait prendre un poste au conseil de surveillance de Gazprom. Il n'a pas pu au dernier moment parce que normalement, il passait vraiment de. Mais la CDU est tout autant dans cette affaire-là. La CDU est tout autant dans cette affaire-là. Il n'y a pas de gradient dans cette affaire. Le problème, c'est que c'est devenu un symbole, et l'Allemagne, c'est un pays de 83 millions d'habitants industriels, donc ils ont besoin de sources d'énergie disponibles à la demande. En gros, ils avaient le choix entre nucléaire, charbon et gaz. Les différences, ils ont fait le choix de sortir en priorité du nucléaire parce que le charbon et le gaz, ils n'ont pas de gaz. Donc, même la sortie du charbon, quand le gaz n'était pas cher, ça semblait déjà douteux parce que s'appuyer davantage sur le gaz russe dans un contexte où les extractions de plaisir européennes sont en déclin, c'était pas crédible. Donc là, maintenant, c'est l'Allemagne, et ça,
c'est peut-être l'accomplissement de Robert Habeck, le ministre de l'Environnement, enfin, quand je dis l'accomplissement, c'est pas ironique. C'est la prolongation de 14 gigawatts de centrales à charbon, en maintenant quand même l'arrêt des centrales nucléaires, parce que ça reste sa priorité. Pour l'instant, cette prolongation est censée être temporaire. En pratique, je ne vois pas comment elle peut être temporaire, parce que le nucléaire, ils n'ont plus de choix, ils n'ont plus. Le gaz va rester à prix cher dans les années à venir, et puis il n'y a pas de raison que la situation s'améliore. La seule chose que l'Allemagne tout seul, c'est le charbon. Ce sera du charbon, modéré un peu par le développement des renouvelables, qui devient quand même souvent plus difficile pour les gens avec l'augmentation des émissions. Donc là, l'Allemagne en fait, est en train d'entériner la pérennisation du charbon. C'est dramatique, ça, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment planifié et voulu regarder les questions d'énergie. En fait, il n'y a pas d'énergie verte, il n'y a pas d'énergie propre. Chaque énergie a ses avantages, ses inconvénients, son potentiel, ses limites. Et il faut accepter de les voir et de trouver un chemin de crête qui est assez difficile si on veut réussir à sortir des fossiles et si on prend des positions à n'importe-pièce. Merci. Oui, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre les questions. On va essayer on avait tout terminé. On va reprendre toutes les questions, on va les reprendre. Si vous pouvez faire court, pour qu'on puisse éventuellement répondre par la suite. Donc il y a quatre questions, juste deux points, mais je vais faire très vite. Donc comme on va bientôt terminer, ce que j'aimerais, ce que je souhaiterais, c'est que les débats qu'on a ici aujourd'hui puissent se continuer. Donc ceux et celles qui sont intéressés, tout à l'heure sur les propositions que vous avez faites, les uns les autres intéressés à travailler sur cette thématique, vous donnez vos coordonnées pour qu'on puisse vous inscrire dans un groupe de travail, vous intéresser, et qu'on poursuivra après cette atelier. Parce que voilà, on ne peut pas régler la problématique comme ça. Et avant de passer la parole à Hyacinthe, j'aimerais rebondir sur ce que dit Maxence, qui est très juste comme d'habitude. Je pense que l'objectif, à tort ou à raison, on a reconnu à De Gaulle le fait d'avoir été un homme stratège, en tout cas d'avoir placé l'État dans une logique stratégique de son époque où il voulait avoir une indépendance énergétique. Donc, du coup, ils ont fait le choix du nucléaire, il y a eu des grands travaux qui étaient faits sur le chemin nucléaire, etc. Donc, de grands ensembles ont été faits à cette époque parce que l'État était stratège pour des questions et des problématiques de son temps. Pour des raisons complètement différentes, Kennedy a su mobiliser par la stratégie, pour des raisons d'ego, une entreprise incroyable qui est allée sur la Lune, qui a mobilisé des industries, des intelligences de tout un pays pour cette Lune. Donc du coup, sur la problématique de la transition écologique, sur la planification, on voit que notre challenge est de mobiliser les forces, toutes, des experts, des politiques, etc., avec un État qui soit stratégique, avec une vision à moyen et à long terme sur les solutions à apporter. Donc je crois que le rôle du politique, il est là. C'est le retour de l'État stratège. C'est notre défi quand on est. Je crois que c'est Hyacinthe. Hyacinthe qui est devant faire déjà le micro. Merci beaucoup pour l'intervention, c'était très riche. Je vois que le sujet est deux remarques et puis une question à vous poser. On voit effectivement que l'écologie peut être vécue soit comme quelque chose de humanitaire, soit des fois comme en train d'avoir des punitions en fonction de l'origine sociale. On voit aussi que voilà, la climatique est bien là. En train de c'est devant nous. Et on s'aperçoit également, comme disait Maxence, que pour essayer d'aborder des sujets de une vision holistique et systémique qu'il faut avoir en tête. Donc, question assez simple, si demain vous aviez à conseiller un gouvernement de l'écologie en permanence, quelles seraient les deux ou trois mesures que vous pourriez lui conseiller pour aller dans la bonne direction? Je vois sur la sobriété. On parle de sobriété depuis le concept du gaz russe. Apparemment, on parle de la sobriété.
Donc, je ne sais pas s'il faut parler de sobriété quand on parle de transition énergétique. Je reste persuadé que s'il y avait eu continué à avoir du gaz douce, on ne parlerait pas de sobriété aujourd'hui. Ça, c'était la première remarque. La deuxième remarque, c'est la France. Les émissions de CO2 de la France, c'est en 2015, c'est 251 millions de tonnes. Quand la Chine, c'est quasiment 10 millions de tonnes. Et quand les États-Unis, ça va être 4 millions 500 000 tonnes, je crois. Donc, la France pèse 0,8% des émissions de CO2 dans le monde. L'Allemagne, 1,9%. Chine, Inde et États-Unis, plus de 50%. Alors, moi, je me dis dans un petit point, je me dis, bon, c'est bien, il faut faire des choses, et notamment, je reste un peu pour répondre à ta question, moi, je suis intimement convaincu que l'isolation des bâtiments, de tous les bâtiments, permettrait grandement de réduire les émissions de CO2. Alors, quand je dis les bâtiments, c'est les bâtiments particuliers, les bâtiments collectifs, les bâtiments publics. Une fois qu'on a fait tout ça, ça fait beaucoup, c'est à mon avis sur plusieurs dizaines d'années, mais je suis certain que là, on arriverait à atteindre des objectifs de la COP21 Donc, ma question, c'est de dire, bon, quoi qu'on fasse en matière de mesures pour la préservation de la planète, la France est à l'échelle de la planète, à l'échelle des émissions d'aujourd'hui, la CO2, un tout petit pays, c'est avec 0,8. On soit à 0,8, à 0,9, ça ne change pas, sans doute pas grand-chose à l'échelle de la planète, j'entends. Donc, voilà, c'est juste simplement une remarque, c'est de se repositionner un peu le débat, parce que je crois que celui qui parlait de l'écologie, c'est à l'échelle, c'était à l'origine à l'échelle de la planète, et à l'échelle de la planète, bon, la France pèse rien, et même si on isole les bâtiments publics d'une ville, d'une commune, bon, ça ne changera pas grand-chose, ça changera peut-être dans le pays, dans le département de la ville, mais pour le reste, pas grand-chose. Voilà, c'est merci. C'est juste je sais pas si. Merci. Par rapport à l'écologie du gouvernement, ma question c'est, en fait, j'ai toujours un peu peur avec une expression avec deux gouvernements derrière, que ça se termine par quelque chose de l'ordre, le prince et le conseiller du prince, et finalement le peuple à la poubelle. Et par rapport à ça, j'ai eu un certain nombre d'éléments sur lesquels je vais faire 4 remarques, peut-être sont aussi des questions. C'est d'abord le fait que de plus en plus la justice a tendance à limiter l'intérêt à agir des associations dans le domaine écologique, ce qui fait que les citoyens ne peuvent plus exercer des fonctions de veille importantes dans ce domaine-là, et qu'effectivement l'écologie est une écologie d'experts, particulièrement dans le domaine énergétique. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est en fait, tous les jours, quand on est élu d'une collectivité locale, on se rend compte qu'en matière d'écologie, il y a l'équivalent des scandales maximisés à l'échelle des collectivités publiques. C'est-à-dire qu'on remplace la consultation populaire par des cabinets d'experts, qui encore une fois, d'experts que le nom, parce qu'en fait, ils ne connaissent rien, et quand on discute avec n'importe quel paysan du coin, ils comprennent qu'il y a la bouille. Donc là aussi, peut-être qu'il y a une enquête parlementaire à diligenter sur ces sujets-là, absolument importante. Autre point, j'habite à côté de la Suisse. Quand il a été question de faire le choix de sortir du nucléaire, on a soumis ça à votation du peuple suisse. Et je crois qu'ils ont démantelé la dernière centrale nucléaire à côté de Perth. C'était le directeur de la centrale qui l'a démantelé. J'ai entendu à la radio, on lui a dit alors qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne pensez pas quand même que le peuple suisse a fait une erreur? Et le directeur de la centrale a dit moi, je ne commande pas les erreurs du peuple, parce qu'en démocratie, il n'y a pas d'erreur du peuple. Le peuple va assumer la conséquence de ses choix. Et je pense que c'est important, ces choix énergétiques, parce que qui va les payer, les choix énergétiques? C'est le peuple. C'est important de le consulter. Et quelle que soit la qualité intellectuelle de l'hypothèse qu'on peut présenter, il faut qu'il y ait des ingénieurs qui conseillent, et les ingénieurs ils doivent conseiller le peuple, parce que c'est le peuple qui va subir les conséquences de ses choix. Et après, il y a une quatrième remarque, c'est-à-dire que la démocratisation ne peut pas fonctionner. C'est au niveau de la recherche fondamentale, on met tous ces billes dans le même domaine. Il y a par là qu'il y a un moment donné où il faut réfléchir en ayant de la recherche dans tous les secteurs, et pas seulement dans un seul. Voilà. Parce que sinon, c'est quitter le débat. Les alternatives, on ne sait pas les faire. Et ça dure depuis le début de l'histoire de la recherche dans le secteur de l'énergie, particulièrement dans le domaine de ce qui est l'énergie atomique, où on a eu en fait une sorte de monopole dans ce secteur-là qui était plus ou moins organisé autour de la question de la défense nucléaire française, le père de Rocard, qui à l'époque était le grand patron de la recherche nucléaire en France. Il y avait des alternatives. Ces alternatives, il faut aussi les étudier, il faut aussi qu'elles aient des financements. On n'est pas obligé d'affaiblir le nucléaire,
aussi mener ce qu'il fait. Merci. Laurent et monsieur. Bonjour, merci. Merci à toutes et tous pour vos interventions vraiment éclairantes. Moi, m'ont amené à une question et une remarque. La première question, on a abordé la question énergétique au travers d'une approche holistique. Là, on a pris, Maxence, tu rappelais la consommation énergétique en France, mais de façon globale. Est-ce qu'on a une idée, est-ce qu'on peut avoir le détail de quels sont les postes de consommation énergétique? Quand je parle de poste de consommation énergétique, ça va être qu'est-ce qui est consommé par exemple pour se déplacer, qu'est-ce qui est consommé par les citoyens et les citoyennes pour se chauffer, faire leur cuisine, en public tous les jours, et quelle est la part de consommation d'énergie de l'industrie. Parce qu'il y a un sujet, on a abordé le sujet de la tempérance, mais de modération, j'ai du mal avec ce mot, sobriété. Mais en fait, est-ce que la sobriété, quelque part, c'est pas le hashtag d'un mot qu'on n'a pas utilisé aujourd'hui, éminemment politique. C'est celui de la décroissance. C'est-à-dire derrière, et on l'a vu dans différentes interventions, c'est quand on posait des questions du rapport de l'écologie à l'économie. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on décide de savoir qui consomme le plus, est-ce que c'est l'industrie, l'économie, ou est-ce que c'est la citoyenne, le citoyen lambda? Est-ce qu'on va pas nous demander de faire des sobriétés, c'est-à-dire de baisser de 1 ou 2 degrés nos chauffages, de moins consommer pour que finalement le modèle économique sur lequel on repose, c'est-à-dire la production de manufacturiers ou de services, puisse continuer comme avant. On a parlé tout à l'heure de la capacité du système à être résilient, vu que la planète est résiliente, mais ça c'est clair que le système capitaliste est également très résilient. Donc voilà, peut-être avoir cette notion de quelle est la part de consommation, pour sortir un peu de l'holistique pour rentrer dans la granularité. Et puis, une observation qui m'a beaucoup plu dans votre intervention, c'est effectivement le rapport au monde du travail. Et la disparition des CHSCT, on l'a vu avec ces lois, les décrets de 2017 sur la disparition des CHSCT puis la fusion des différentes instances des CSE. Bon, je voyais que les grandes entreprises, les grands groupes, alors il y a une tarte à la crème, c'est pareil, c'est un effet de communication, on dit que la sobriété est moins de bon sens. On parle de RSE, responsabilité sociale et environnementale des entreprises. On parle plus de qu'est-ce qu'on fait pour protéger le niveau de vie et puis le pouvoir d'achat ou la santé, même des salariés. On parle de RSE, et au final, c'est quoi le RSE? C'est aller mettre un peu une étiquette verte sur le marketing des entreprises. Merci Laurent. Merci. Malheureusement, on doit faire vite, parce qu'il y a des débats qui vont commencer. Oui, ça va commencer dans 2-3 minutes. Alors, on a très rapide de répondre à monsieur sur le bâtiment et l'industrie. Le bâtiment consomme environ 42% de la consommation énergétique des Français. Et donc, dans les hypothèses de sobriété, vers 30%, vous pensez que le bâtiment, c'est 42% de la taille de la consommation. Donc, c'est plus que l'automobile. Il faut savoir que l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, subventionne la rénovation de l'habitat avec des montants qui sont identiques aujourd'hui à ce qui était en 2008. On va bien, c'est identique aujourd'hui à ce qui était en 2008. Et les collectivités locales qui, généralement, abondent ces fonds-là, eh bien, aujourd'hui, se engagent, ou limitent leur intervention, ce qui fait que la rénovation de l'habitat, elle doit être invoquée pour qu'on rénove 500 000 logements par an, qu'il n'y a pas de moyens financiers de le faire, lorsqu'on ne le fait que par rapport aux propriétés occupantes, eh bien, on a des difficultés. Par rapport à l'industrie, c'est 14% de la consommation énergétique française. Donc, on est sur des montants qui sont beaucoup plus faibles. L'automobile, c'est 33%. Voilà. Ok, merci. Vas-y, je t'en prie. On va essayer de faire vite. Voilà. Très vite. L'écologie punitive, tout ça, juste rapidement. Si on se pose la question de l'écologie du gouvernement, même dans quelques ministres, il y a deux grands pouvoirs dans le monde, c'est une politique écologique. Donc, comme le dit très bien Éloi Laurent, j'ai entendu dire ça dans sa père,
N'oubliez pas que la situation actuelle, le niveau des inégalités, c'est l'anticolonialisme, c'est juste, je le précise. Deuxième point, pour aller très vite, les mesures clés. Un zéro en plus, mettre plus dans ce qui permet d'accompagner le changement que dans ce qui maintient l'existant. Donc, je voudrais quand même que vous mesuriez, la borne elle a annoncé un fonds de transition d'1 milliard d'euros. C'est faire ou quoi? C'est à peine le budget de Marseille, donc voilà, pour vous dire, c'est pas riche. Donc, un zéro en plus et le référendum, parce que c'est pas vrai qu'il y en a des débats démocratiques. Et moi, mon vécu d'écologie, c'est que les citoyens ont toujours été en avance sur le politique, sur l'État, sur les élus locaux, toujours. Je suis désolée, mais là-dessus, c'est l'écolo qui ressort. Il y a beaucoup de mouvements de société qui sont des citoyens. C'est pas vrai que les citoyens sont marqués sur l'écologie. Il faut simplement accompagner, les écouter, donner les moyens et faire des choix démocratiques. On n'ose jamais faire, on n'ose jamais voter. Et puis après, on se dit, oh, bah, c'est contradictoire. Il faut trancher. Maxence, c'est pour la conclusion. Bon, de façon télégraphique, les 2-3 mesures, je vais d'abord expliquer bien les problèmes aux gens, parce que on ne pourra pas les embarquer là-dedans si on n'a pas bien les problèmes, et il va falloir qu'ils proposent des solutions. Ensuite, organiser les réductions de demande via de l'efficacité et de la sobriété, qui est des systèmes contenus, services équivalents et consommants, sur le milieu, etc. Et troisièmement, développer les énergies de carbone. Le monsieur ici disait que le transfert à un fonds de réduction des gaz à effet de serre était parti. Donc, bon, finalement, il n'y avait pas grand-chose à faire. En fait, la France a un des émissions, mais c'est aussi en fonction de la population. Donc, ça ne peut pas être un argument de agir. Sinon, voilà, le Luxembourg, par exemple, il fait absolument ce qu'il veut, et puis, tout le monde peut en un heure, parce qu'ils sont pas très nombreux. Et la Chine, bon, on peut les découper en portions, et dans ce cas-là, plus personne n'a d'effort à faire. Concernant les cotations, c'est vraiment un système dans lequel je ne crois pas sur ces questions-là, parce que sur l'électricité, si on fait des votes sur les modes de production d'électricité, les gens peuvent tout à fait être contre le nucléaire parce que ça fait peur, contre les éoliennes parce que c'est moche, contre les fossiles parce que ça aggrave le changement climatique, et vouloir de l'électricité. Donc je pense qu'en fait, il y a des objectifs qui doivent être posés démocratiquement, et après, les moyens de répondre à ces objectifs ont une composante technique, et c'est pas un déni de démocratie. Au contraire, si on veut que les objectifs fixés démocratiquement puissent être atteints, il ne faut pas négliger la composante technique. Si on fait voter les gens sur tout et n'importe quoi, à la fin, les objectifs fixés démocratiquement ne sont pas atteints, et c'est un déni de démocratie. Sur la recherche, il y a de la recherche dans tous les secteurs, il y a de la recherche nucléaire, il y a évidemment de la recherche dans le solaire photovoltaïque, dans les nouvelles autorisations électriques, dans l'éolien, il y a de la recherche dans tous les secteurs. Et sur la question de décroissance, un point, je pense qu'en fait, il faut arrêter de faire des finalités, que ce soit pour la croissance ou la décroissance. En fait, il faut viser d'autres objectifs, que tous les gens soient capables de s'alimenter, de partir en vacances, etc. En ayant besoin du fait que ça aura des conséquences potentiellement sur le PIB, potentiellement de la décroissance, mais faire une finalité de la décroissance, on peut faire de la décroissance immédiate. Faire d'une finalité de la décroissance, c'est à mon sens la même erreur que faire de la décroissance. Merci à tous, merci aux intervenants, chacun pour les interventions. Merci à la salle d'avoir participé au débat et posé des questions. Je vous invite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ceux qui sont intéressés pour poursuivre le débat, à donner leurs coordonnées pour qu'on puisse créer une boucle entre nous et poursuivre ces discussions. On a beaucoup de choses à dire, avec des propositions qu'on n'a pas évoquées, en partie sur le modèle alternatif dans lequel que je parlais, que j'avais évoqué au début de mon intervention, qui est très important, que je n'ai pas développé, du coup, ce sera l'occasion d'en parler. Et pour reprendre un peu ce que vous disiez sur la possibilité des disciplines à subventionner ou à aider en termes de développement, je crois que la diversité, la nature ne souffre pas de la diversité, donc c'est ce qu'il faut. Et donc, je vous appelle à tous nous rejoindre pour continuer cette thématique. Encore merci et à très vite.